450 en principe en ligne. Mais tout de même, ça fait plaisir de se retrouver dans un format où on se voit, où on voit les intervenants. Et il y a deux invités qui étaient prévus, une invitée surprise que je vous présenterai. Alors, Laurent Davzy est notre conférencier principal et il a choisi comme débatteur David Jaïs, dont je ne savais pas à l'époque qu'il allait sortir un livre sur le nouveau modèle français qui fait un buzz dans la presse et dans les médias. Et notre invitée surprise, Marion Waller, je vous la présenterai tout à l'heure. Nous échangerons donc autour de la thèse de Laurent Davzy. L'État a toujours soutenu les territoires, qui est un défi à beaucoup d'idées toutes faites, que nous véhiculons les uns et les autres, et notamment des propos très médiatisés sur l'oubli des territoires, hors métropole, mais un défi aussi au travail que moi-même j'ai lancé au sein du Club Ville Aménagement, qui s'appelle « Agir sur les territoires oubliés ». Et les thèses de Laurent Davzy sont toujours iconoclastes, mais elles sont basées sur des études solides. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des analyses de faits. Et d'ailleurs, David Jaïs nous dira que lui et CI s'appuient beaucoup sur les chercheurs qui travaillent sur des faits. Alors, parmi les idées toutes faites, les métropoles ne captent pas toute la richesse et n'appauvrissent pas le territoire, mais au contraire, sont des machines territoriales solidaires. Il n'y a pas une explosion des inégalités, au contraire, l'industrie renaît, les inégalités entre territoires reculent, la France, qui est jugée plus inégalitaire par rapport aux grands pays européens quant à la distribution des revenus, est plus égalitaire en termes de revenus après distribution, mais surtout, l'État est toujours présent et l'État soutient les territoires. Donc, il vous présentera ces thèses et vous pourrez en débattre. Alors, vous pourrez en débattre en direct, et pour ceux qui nous suivent en distanciel, vous pouvez vous exprimer sur le chat, et Antoine Pochon, docteur en urbanisme ici présent, va capitaliser vos questions et nous les retransmettre. Alors, je vais quand même vous présenter Laurent Davzy, même si tout le monde le connaît. Rappelons qu'il est économiste, professeur d'aménagement et non d'économie, auteur de très nombreux ouvrages sur les politiques régionales, les politiques urbaines, développement économique local, politique financière, etc., en France et ailleurs dans le monde, et y compris dans les pays en développement. Sa réflexion sur les fractures territoriales était visionnaire. Ses travaux autour du vieillissement de la population, la montée en puissance de l'économie résidentielle, la mobilité des ménages, les processus de redistribution des richesses constituent, à mon sens, un apport fondamental pour l'urbanisme. Et j'en parle personnellement, parce qu'ayant travaillé à Marseille, j'étais convaincue que créer de l'emploi, fabriquer de la richesse pour le territoire, et j'ai découvert avec Laurent qu'en fait, ce qui fabrique de la richesse dans les territoires, c'est d'accueillir des gens riches qui consomment sur le territoire. Je le dis de façon très sommaire, mais ça peut expliquer le non-démarrage suffisant, en tout cas, de la plaine Saint-Denis. Mais Laurent, ce qu'on connaît beaucoup moins, il est aussi praticien. Il mène encore des nombreux diagnostics territoriaux, ce qui lui a valu d'être nominé 2 fois au Grand Prix d'urbanisme, dont cette année. Et son intervention sur le territoire de l'estuaire Nantes-Saint-Nazaire, dans le cadre des conférences métropolitaines, a été tout à fait déterminant pour convaincre le territoire de garder toutes ses sources économiques. Il leur a dit en gros, votre territoire est moyen, ce qui était très bien, puisqu'il ne se casserait pas la gueule. Mais il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, je ne m'étendrai pas plus longtemps sur son exercice d'enseignant, les ouvrages qu'il a sortis, mais surtout, j'insisterai dans les questions sur la manière dont il travaille, sur les leçons qu'il en tire et comment on peut se positionner en tant qu'acteur de la ville par rapport à ce qu'il nous fait découvrir. Alors, David Jaïs, à ses côtés, c'est le débatteur que Laurent a choisi. Moi, je ne connaissais pas David Jaïs. Donc, je découvre qu'il est couvert de diplômes, qu'il était directeur de la stratégie à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qu'il a quitté pour publier son nouvel essai, qui est son 3e ouvrage, après avoir publié La guerre civile n'aura pas lieu, puis Slow Democracy, comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main. À présent, il propose un nouveau modèle français. Et il a 30 ans. On peut le dire quand même. Et en fait, la position de David Jaïs est optimiste.
il reconnaît que nous vivons des catastrophes et il veut qu'on s'appuie sur ces catastrophes pour construire un modèle fécond et optimiste. Alors Marion Waller, qui est notre invitée surprise, est urbaniste et philosophe. Elle est conseillère de la maire de Paris et elle s'exprime aujourd'hui en son nom propre. Elle est également auteure d'ouvrages. Et elle a remporté un prix qui est le ULI European Talent Award pour les professionnels de l'immobilier de moins de 40 ans, décerné par l'Urban Land Institute pour avoir apporté une contribution significative à la régénération urbaine de la capitale française. Et avant, elle a été conseillère de l'adjoint à l'urbanisme, Jean-Louis Missica, et elle s'est particulièrement occupée de légendaires réinventés, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Alors, on a fait appel à elle parce qu'à un moment donné, vous verrez que Laurent s'exprime sur la concentration des richesses dans quelques métropoles, et bien évidemment Paris. On aimerait bien comprendre comment Paris réagit par rapport à cette donnée. Alors, je commence avec Laurent, bien sûr, puisque c'est notre invité principal. Il affirme d'ailleurs avec humour que sa matière est ennuyeuse, et vous allez voir que pas du tout. Elle est passionnante. Et parmi les apports que j'ai notés, moi, il y a la modification de l'évaluation des revenus d'un territoire. Et c'est très saisissant, parce que les économistes travaillent plus sur les stocks, et Laurent travaille sur les flux. Et c'est comme ça, en travaillant sur les flux, qu'il a pu mettre en évidence que l'État soutenait les territoires. Alors Laurent, comment est-ce qu'on peut expliquer cette méthode que tu as inventée pour travailler sur l'économie territoriale ? Je vais répondre, mais d'abord bonsoir. Bon, je remercie mes acolytes d'être présents. Alors c'est vrai que c'est un peu curieux parce que moi j'ai sorti un petit livre qui s'intitule, comme la conférence ce soir, L'État a toujours soutenu ses territoires. Il est sorti au mois de mars. Mais David Jaïs, lui, a sorti son livre il y a 15 jours. Donc c'est lui qui est dans l'actualité plus que moi aujourd'hui. Mais bon, je pense que tu auras l'occasion d'y revenir. Oui, moi j'ai pas inventé. Tu pourrais me demander comment j'ai fait pour inventer l'arithmétique. J'ai simplement compté. Il y a des tas de pays dans lesquels on fait des calculs de ce type-là. En France, il y avait un problème qui était qu'on avait une statistique publique extraordinairement défaillante. Défaillante. Très bonne, excellente, mais secrète. C'est-à-dire que les données de l'INSEE n'étaient pas diffusées gratuitement, il fallait les acheter. Moi, j'ai passé des années à acheter le recensement de la population. On payait ça 250 000 francs à l'époque, pour ceux qui se souviennent des francs. Il y a quelques cheveux blancs dans la salle qui doivent se souvenir de ça. On achetait les données de la taxe professionnelle, on achetait les données des revenus des ménages, on achetait ça à Bercy. Il fallait tout acheter. Et donc, il y avait très peu d'analyses qui étaient faites à partir des données parce que les universitaires n'avaient pas d'argent. Et ils ne pouvaient pas se payer les données statistiques. Les cabinets, les bureaux d'études, ils étaient dans le jour après jour, ils donnaient des conseils, ils fonçaient. Et finalement, on avait une réflexion autour des questions, on va dire, urbaines, régionales, qui était une réflexion qui était un peu sur le mode de la rumeur. C'est-à-dire qu'on avait des idées qui circulaient, on pensait que c'était en gros comme ça. On avait relativement peu d'études sérieuses qui permettent effectivement de conclure à ce que tel ou tel mécanisme produise tel ou tel type d'effet. Nous, quand je dis nous, c'est l'Observatoire de l'économie des institutions locales, une petite équipe qui avait été montée par Rémi Prudhomme. On était 4 ou 5, on est resté petits d'ailleurs tout le long de l'histoire de cette équipe. Nous, on a gagné beaucoup d'argent en travaillant à l'extérieur. C'est-à-dire moi, j'avais mis ça dans mon habilitation à diriger des recherches. L'habilitation, c'est une thèse d'État, si vous voulez. Je soutiens mon habilitation. Quelqu'un me pose la question de mon épistémologie. Le point épistémologique, je dis, ça tient à 3 mots. 1, l'argent. 2, les données. 3, les idées. Ce qui est l'inverse absolu de ce qu'un vrai chercheur doit. On devrait m'arracher toutes mes médailles, me virer de l'université. Bon. Parce que c'était ça le truc. Il fallait avoir l'argent pour se payer les données. Et ensuite, avec les données, on pouvait commencer à regarder ce qu'étaient les phénomènes. Et commencer à réfléchir et à analyser. Et à partir de là, effectivement, on a commencé à sortir les calculettes. Moi, j'ai une chance extraordinaire, je remercie Steve Jobs, c'est que ma carrière a démarré
avec Apple. Moi, j'ai acheté le premier Apple, c'est un Apple II, l'Apple 2E, il y avait quand même eu le 1. On est dans les 70. Hein. Une fortune, ça coûtait l'équivalent de 5 000 euros d'aujourd'hui. Hein. J'étais jeune et pauvre, moi. Et j'avais acheté cet ordinateur pour pouvoir traiter des données. Et tous mes camarades, mes collègues d'université, y compris des physiciens, des gens de la fac de sciences, de médecine, etc., tout le monde défilait dans mon bureau. Ils venaient voir l'Apple. Ils disaient, oh là, il dit, Davzi, t'es vraiment une fashion victime. Tu tombes dans tous les panneaux. Tu t'as encore acheté ce gadget. C'est ridicule, hein, des grands professeurs d'université. Je disais, on a appris à programmer et on s'est mis à calculer. On a fait des calculs et bon. Et on arrive à tous les travaux qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, qui ont effectivement permis, j'espère, d'éclairer un peu différemment ces questions. J'ai répondu à ta question ? Oui, tout à fait. À votre question, Madame Masmounji. Absolument. Donc, ce qui se dégage de toutes ces analyses et de ces études t'a amené à affirmer que l'État a toujours soutenu ces territoires, mais aussi que les métropoles redistribuent de la richesse. Alors, comment peut-on expliquer ça au moment justement où il y a une contestation forte par rapport au fait que l'État n'aide pas suffisamment ces territoires, qu'il y a des territoires oubliés, parlons des Gilets jaunes et de tous les propos anti-métropole qui se sont tenus. Et au contraire, dans cet ouvrage, il est démontré que les territoires ruraux et peu denses seraient davantage privilégiés par l'État, reçoivent plus de fonds publics et aussi sont mieux équipés par personne que les territoires métropolitains. Mais tu fais la distinction entre les taux par personne et ceux au kilomètre carré. Ce sont des calculs aussi qu'on ne fait pas au plan économique. Oui. Enfin, il y a beaucoup de questions dans la question qui est posée là. Il y a un certain nombre de légendes. On en évoque là quelques-unes. Il y a des légendes qui sont effectivement que les territoires pauvres payent pour les territoires riches, que les territoires pauvres se décarcassent pour les territoires riches. C'est des légendes qui circulent partout en France. La Commission européenne l'a dit pendant très longtemps, jusqu'à la fin des années 90. Dans les rapports de la Commission européenne, on retrouvait effectivement cette idée que les régions pauvres payent pour les régions riches. Les régions riches font une échappée, il y a la métropole, et derrière, les autres ne font que... les disparités se creusent, les inégalités se creusent, et donc on est dans une situation absolument épouvantable. La fracture... il y avait la fracture sociale qui avait été sortie à l'époque c'est Chirac qui avait fait sa campagne là-dessus, mais derrière, immédiatement, on a embrayé sur la fracture territoriale. Toutes sortes de choses qui sont extrêmement discutables. Et quand on regarde ce qui se passe, on se rend compte qu'effectivement, il y a fracture du point de vue de la concentration de la valeur ajoutée, des facteurs de production. C'est vrai qu'on a eu, et ça, tout le monde s'en est rendu compte dans le monde, et monde industriel, et Paul Krugman a eu son prix Nobel largement autour de ces questions-là, on a vu qu'effectivement, l'activité se concentrait. Elle se concentrait et donc il y avait les effets d'agglomération, de concentration, de proximité qui étaient très puissants et qui faisaient que les activités étaient plus rentables ou même ne se développaient que dans des écosystèmes du type ce qu'on a appelé les métropoles. On n'appelait pas ça les métropoles au début, maintenant on appelle ça les métropoles. Donc il y a eu cette concentration. Au niveau des régions, on le voyait bien, en France, on est entre 81 et aujourd'hui. L'Île-de-France, ça représentait 27% du PIB français, produisait 27% du PIB français en 81, 31% aujourd'hui. 4 points, pouf. Donc il y a eu effectivement panique à bord, creusement de disparité, tout pour les métropoles, tout pour la région Île-de-France. Enfin, quand on dit métropole en France, c'est d'abord Paris. Et puis, secondairement, pas les 23 des députés, c'est les 6-7 métropoles du type Toulouse, Lyon, Nantes, etc. Et donc, pour tout le monde, c'est ça, c'est l'échappée, l'échappe comme au vélo, et puis derrière le peloton en bave, etc. Ce qu'on ne voyait pas, c'est que derrière, et ça c'est des chiffres, c'est pas des thèses, parce que tu parles de ma thèse à plusieurs reprises, mais c'est pas une thèse, c'est une observation. C'est une observation fondée sur la lecture des rapports de l'INSEE, des données statistiques. Ce qu'on ne voyait pas, c'est que les inégalités de revenus par habitant entre les territoires, entre les métropoles et le reste du pays, entre les régions, entre les départements, entre les zones d'emploi, 350 zones d'emploi en France, c'est quand même un maillage assez fin. Les inégalités de revenus par habitant n'ont pas cessé de décroître depuis 60 ans.
Donc vous avez cette espèce de truc paradoxal que personne ne pouvait comprendre simplement, même moi d'ailleurs au début je pensais que c'était des erreurs de calcul, qui est que vous avez l'Île-de-France qui crée de plus en plus de richesses, elle passe de 27 à 31% du PIB français, de la valeur ajoutée créée, alors que c'est 19% de la population française, 22% des actifs, donc champion du monde, 22% d'actifs, 31% du PIB. Mais qu'à côté de ça, en 81 ou en 80, l'Île-de-France touchait 25% du revenu des ménages, revenu disponible brut, intégralité, dépenses sociales, tout compris, tout ce qui rentre dans les budgets des ménages. Et aujourd'hui, on est rendu à 22. On est passé de 25 à 22. Alors on passe d'un côté de 27 à 31 et de l'autre côté de 25 à 22. Donc en fait, en gros, on a un effet de ciseau absolument remarquable. Plus l'Île-de-France contribue, en part relative, à la croissance française, moins elle bénéficie en termes de revenus. Et ça, vous le retrouvez, on l'a calculé de façon par 1000 méthodes, enfin pas 1000, par 3 ou 4 méthodes différentes. On l'a revérifié notamment sur des métropoles françaises, pas seulement sur l'Île-de-France. Vous retrouvez ça absolument partout, tout ça à Lyon, tout ça à Toulouse. Et donc en fait, la métropole est une énorme machine à redistribuer. Et je dirais de façon générale, notre pays est un pays qui est une énorme... C'est pas la métropole, c'est le pays lui-même. Notre pays est une énorme machine à redistribuer. Si vous prenez un gamin de 4e dans la rue, vous lui dites, tu sais que les dépenses publiques et sociales, ça représente 57% de la création de richesse du pays. Alors vous n'allez pas lui dire un truc qui va lui faire des mauvais rêves, parce qu'on pourrait le rapporter aux revenus des ménages. Là, ça serait 75%, les dépenses publiques et sociales. On va regarder le PIB. 57%. Comment pouvez-vous imaginer qu'avec ce système de redistribution, la géographie de la production soit la même chose que la géographie du revenu? Non. Il y a une géographie de la production, la production de richesse, la création de richesse. Il y a une autre géographie de la distribution du revenu, mais derrière le revenu, c'est la consommation, derrière la consommation, c'est l'emploi, derrière l'emploi, c'est la baisse de la pauvreté et l'exclusion. Et donc, en fait, vous avez une espèce de mécanisme extraordinaire qui est que plus l'activité se concentre, plus le développement s'étale sur le territoire. C'est vrai pour la France en général, c'est vrai pour les régions, c'est vrai pour les départements, c'est vrai pour les zones d'emploi. Ça s'arrête un tout petit peu avec les 770 aires urbaines, où là, effectivement, on a des inégalités qui ont légèrement augmenté. Est-ce que ça s'est accentué avec les mesures liées au Covid ? C'est compliqué, parce que ce qui a tapé le plus fort sur l'économie française et la question sociale en France, c'est pas les mesures, c'est le Covid. Et les mesures ont incroyablement compensé. Quand on vous dit qu'on a dépensé 8 points de PIB, on a un déficit de 8 points de PIB actuellement. Ça rigole pas. 25 milliards pour le point de PIB. Vous voyez ce que ça représente, 200 milliards d'euros. Donc évidemment qu'on a étalé l'affaire de façon remarquable. Alors on a une géographie. Moi j'ai la carte de l'impact du Covid sur l'emploi. Ça a tapé très fort, surtout sur les territoires touristiques, où là on a beaucoup d'emplois qui ont été perdus. Et c'est surtout la montagne. Haute-Savoie, Savoie, Isère, c'est là où c'est le plus puissant. Moins fort sur le littoral. Donc on a eu un choc sur l'emploi moins important que le choc qu'on a vu en 2007-2008, la crise de 2008. Mais derrière, le revenu n'a pas tellement bougé. De la même façon, ce qui est terrible, parce que les gens ne comprennent pas, les gens pensent toujours qu'on a un système de cruauté libérale, ultra-libérale. Moi, j'ai remis un bouquin qui va sortir, un chapitre, à un auteur, je ne vais pas citer son nom ici ce soir, mais il me dit ton papier néolibéral. Néolibéral, c'est le point Godwin. Maintenant, avant, on disait t'es fasciste ou t'es littéraire, maintenant on dit t'es néolibéral. C'est insupportable. Le système dans lequel on est, c'est un système quand vous avez un choc. 2008-2009, j'avais fait un bouquin antérieurement là-dessus. 2008-2009, crise épouvantable, crise de prime, le PIB s'effondre, crise sur l'emploi, etc. Le revenu des ménages n'a baissé nulle part, dans aucune région. Pour que le revenu des ménages commence à un tout petit peu avoir des problèmes, il faut aller en 2011, l'autre crise. Donc en fait, l'État, en l'occurrence c'était le président Sarkozy, ils ont balancé un pognon fou. Et donc ça a marché, ça a même probablement contribué à baisser les inégalités. Même combat avec la crise du Covid. On a balancé un argent absolument énorme, et ça a permis, effectivement, c'était fait pour ça. C'était fait pour éviter, effectivement, de creuser des inégalités dans un choc, et ça a plutôt bien marché. Peut-être une réaction de David Jaïs. C'est
David Jaïs dit qu'il est essayiste, qu'il s'inspire beaucoup des travaux de Pierre Vels, de Laurent Davzy et d'autres, pour expliquer aussi comment on peut rebondir à partir de tout ce qui nous arrive. Mais quand même, dans l'ouvrage, on parle de catastrophes. Nous vivons des catastrophes. Tout n'est pas rose. Je vais commencer par ne pas répondre à votre question et dire pourquoi je suis là. Moi, je suis là parce que j'ai effectivement une admiration sans borne pour Laurent, il le sait. Et c'est avec Fernand Braudel, qui est bien antérieur, bien plus ancien, mais l'auteur qui m'a donné envie d'écrire mon précédent livre, et puis celui-là aussi marginalement, mais surtout le précédent. Parce qu'en lisant ces 3 premiers livres, donc il y avait la circulation invisible des richesses, il y a la crise qui vient, je crois, c'était sur la crise de 2008, et puis le 3e, j'ai oublié le titre, mais c'était voilà, l'égoïsme du territoire. Je me disais, mince, d'abord, c'était des constats qui étaient absolument passionnants, et au fond, tu as été quand même assez iconoclaste au départ dans la science économique française, parce que la vieille tradition française, c'est quand même une tradition haro de breu, d'abstraction mathématique, etc. Et assez peu de regarder les données. Donc depuis, il y a eu le tournant de la donnée, donc tout le monde se met à faire ça. Maintenant, l'urban économique, c'est très à la mode. Voilà. Mais toi, tu as été quand même un des premiers à faire ça. Et puis, surtout, j'ai lu dans ces livres des choses, et ce qui m'a intéressé, c'était autant ce qu'il disait que ce qu'il ne disait pas. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y avait la conclusion en fait, de ces découvertes sur la circulation, cette gigantesque masse de richesse qui est en circulation entre toutes les parties du territoire français et qui ne fait que s'accroître avec le temps par une espèce de force d'inertie, en fait, bat en brèche beaucoup d'idées reçues qu'on entend dans les médias sur la dislocation de la nation, sur la montée des inégalités, etc. Moi, j'avais le sentiment, en lisant ces travaux, qu'au contraire, on avait un approfondissement au moins fonctionnel du fait national, puisque de plus en plus, les individus circulent entre toutes les parties du territoire, de plus en plus, les richesses circulent, de plus en plus, les informations circulent. Et donc, nous n'avons jamais été aussi français, si j'ose dire, qu'aujourd'hui. Et ça, c'est quand même déjà très paradoxal dans une époque où on nous parle toute la journée de fractures, d'archipels, de dislocation sociale. C'est quand même, il faut le dire. Et d'ailleurs, le Covid ne va pas tellement remettre en cause ça, parce qu'on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines de retour à la terre, de personnes qui veulent se réinstaller à la campagne. Mais en fait, ces gens qui se réinstallent, effectivement, ça commence à frémir. On voit les prix de l'immobilier dans les villes moyennes, dans les petites villes. Mais pour beaucoup, c'est des cadres urbains diplômés qui vivent, qui sont des télétravailleurs et qui navettent. Alors ils peuvent navetter 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, 2 semaines, mais c'est quand même des gens qui navettent. Donc en navettant, ils augmentent, c'est Esteb qui dit ça aussi, les interdépendances fonctionnelles entre les territoires. Donc ils contribuent en quelque sorte à l'approfondissement de l'unification fonctionnelle de notre nation. Et alors on dit beaucoup la mondialisation bat en brèche les nations, les rend obsolètes, etc. Mais tu l'as montré sur la Catalogne et la région toulousaine, qu'on appelle Occitanie aujourd'hui. Si c'est des régions qui, au départ, avaient en quelque sorte le même niveau de production, le même niveau de richesse produite, en fait, par le jeu des interdépendances fonctionnelles à l'échelle de leur espace national respectif, la Catalogne se retrouve contributrice nette vis-à-vis du reste du territoire espagnol, alors que l'Occitanie, qui, à part l'aire toulousaine, est plutôt une région pauvre à l'échelle française, se retrouve bénéficiaire nette. Et donc l'écart se creuse comme ça. Et donc 2 régions qui morphologiquement se ressemblent sur le plan productif, en fait, se retrouvent complètement divergentes. Et il y a peu de, et en fait, quand on dit circulation transnationale, etc., en fait, c'est peu de choses par rapport à l'intensité des flux à l'intérieur des nations. Donc ça, c'est une découverte. J'ai presque envie de dire, c'est une découverte. Je veux dire, à partir de l'observation vraiment factuelle des choses, qui est fondamentale et riche de conséquences, y compris sur le plan philosophique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pense le fait national dans la mondialisation. Et puis l'autre élément, je ne vais pas être trop long, parce qu'après on va en continuer à discuter, mais l'autre élément qui moi, me paraissait absolument central, c'est évidemment l'idée que quand on parle d'aménagement du territoire, moi je j'écris pas juste des livres, je suis aussi haut fonctionnaire et j'ai été directeur de la stratégie à l'agence de la cohésion des territoires, qui est l'ancienne Data, on connaît mieux la Data. Et en fait, les datariens classiques, quand ils raisonnent en aménagement du territoire, ils raisonnent incitation fiscale. Donc on parle des zones franches urbaines, des zones de revitalisation rurale, tous ces trucs plus ou moins efficaces. Enfin, il y a des débats infinis entre économistes. Mais d'ailleurs, la science économique s'intéresse beaucoup à ces choses-là.
et très peu à ce que dit Laurent, alors qu'en fait c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est minuscule. Je veux dire, une zone franche urbaine, zone de revitalisation rurale, c'est quelques centaines de millions d'euros qu'on saupoudre avec des efficacités discutables. Moi je me souviens de débats infinis pour savoir si, quand on fait zone franche urbaine dans un coin en Seine-Saint-Denis, est-ce que le cabinet du kiné ou le cabinet du dentiste qui était de l'autre côté de la rue déménage, est-ce qu'il y a des effets d'aubaine, ou est-ce que ça crée vraiment, est-ce que c'est vraiment de la création nette de richesse, ou est-ce que c'est des effets d'aubaine? Mais ça c'est rikiki par rapport à cette masse immense en fait de richesses, mais aussi d'informations, de personnes qui circulent à l'échelle du territoire et qui n'est pas activée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si la Côte d'Azur s'en sort bien, alors qu'elle est pauvre sur le plan productif, c'est parce qu'il y a des retraités solvables qui viennent dépenser de l'argent. Alors on peut en penser ce qu'on veut, mais du coup la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas augmenter un petit peu l'activation de ces dépenses, et si oui, de quelle manière? C'est-à-dire que la sécurité sociale, la protection sociale au sens large, c'est 715 milliards d'euros par an, c'est un tiers du PIB français, c'est 10% de la dépense sociale mondiale pour 1% de la population, ce qui vous permet quand même de relativiser quand on nous dit que la France est néolibérale. Et donc toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça comme un outil extrêmement puissant aussi d'aménagement du territoire? La question est ouverte en tout cas. On reviendra sur les leçons de votre ouvrage, sur comment surmonter les crises, peut-être en fin de débat. Mais je voulais insister sur le point qu'a développé Laurent tout à l'heure, et qu'en fait, il résume dans son livre en disant « La croissance va à la richesse ». Il insistait sur la concentration record de l'économie créative dans les hypercentres de 4 métropoles en France, principalement. Et tu dis même que 16 communes réunissent 50% de l'emploi numérique national. C'est saisissant, ça. Dont, bien sûr, Paris et quelques territoires autour de Paris. Alors, tu expliques ça par l'exigence de la coprésence physique, par le profil, en fait, des gens qui créent cette économie et qui n'iraient pas dans les lieux qui ne sont pas des lieux qui leur offrent l'environnement qu'ils souhaitent. Moi, je me souviens avoir travaillé sur Amsterdam et on me disait... Amsterdam, l'économie numérique se concentrait dans l'hypercentre, dans les endroits les plus branchés, les plus capables d'évoluer, qui offraient en fait le plaisir de la ville, alors qu'ils voulaient défendre la ville nouvelle de Almere. Mais en fait, on nous disait, mais Almere n'a pas d'identité, ça ne se passe pas là. Alors, ça remet quand même les pendules à l'heure sur beaucoup de nos projets, Club Ville Aménagement notamment. Comment on peut faire en sorte que cette décision du monde économique de se mettre dans les hypercentres ne se traduise pas par un appauvrissement du reste des territoires. Et tu développes également un propos sur le fait que cette concentration n'est pas négative pour les territoires. J'aime bien citer ce que tu dis sur le petit démon et le grand démon. Le petit démon étant la concentration de l'emploi et le grand démon étant la concentration de l'habitat, parce que la concentration de l'emploi, c'est gérable au niveau des transports. Ce serait intéressant que tu puisses nous développer le propos et également le lier au fait que tu cites Pierre Vels, au fait que ça produit une nouvelle industrie. L'industrie de demain, elle est dans les villes. Elle n'est pas en dehors des villes. Et quelle industrie ? Oui, là, il y a beaucoup de choses à la fois. On va prendre par le début. Hyperconcentration d'un certain nombre de secteurs, qui sont les secteurs dont on dit que c'est les supports de la croissance de demain. Alors pour moi, c'est les secteurs dans la nomenclature qui sont le secteur du numérique, logiciel, conseiller en informatique, c'est le secteur ingénierie, études techniques et le secteur du Conseil supérieur aux entreprises. Ces trois secteurs, sur la dizaine d'années passées, sont à l'origine de la création nette d'à peu près 300 000 emplois, salariés privés, dans une France qui est à zéro. Au niveau entre 2007 et... On attend 2016 pour retrouver le niveau d'emploi de 2007. La crise 2008, ça n'a pas été pour rigoler. On a un gros trou. Pendant la crise, les affaires continuent dans les secteurs, entre guillemets, tautologiquement métropolitains. On les appelle métropolitains parce qu'ils sont en métropole. L'INSEE appelle ça les emplois métropolitains. Quand on regarde, effectivement, je prends le numérique. C'est le plus caricatural, le plus étonnant. C'est 75% de la création nette d'emplois, donc à peu près les 110 000 emplois qui ont été créés. Les trois quarts, c'est Paris, 4-5 communes touchant au périph', donc
c'est Paris un peu plus grand, et c'est Lyon, c'est Toulouse, c'est Nantes. Voilà, c'est 15 communes. 15 communes. 15 communes sur 35 500 communes françaises. 15 communes ont 75% de la création nette d'emplois du secteur numérique dont on nous dit que c'est le secteur pour demain. Même chose un peu moins nette sur l'agilité technique et sur le conseil aux entreprises. Encore conseil aux entreprises, je m'adresse aux gens de Paris. Paris, c'est 50% de la création nette de l'emploi dans le conseil aux entreprises. Là encore, ça rigole pas. C'est du plus que sérieux. Ce qui veut dire en clair que ce sont des activités qui ont besoin de concentration. Il n'y a pas de décision politique, il n'y a pas de Pol Pot. C'est pas Jean-Louis Missica, même si c'est quelqu'un de très volontaire, qui a tordu le bras aux entreprises pour qu'elles viennent s'installer à Paris. Elles viennent tout à fait naturellement. Dans le bouquin, je regarde, est-ce qu'on a déjà eu une telle concentration spatiale sur les activités industrielles qui, elles, étaient quand même assujetties à des contraintes de ressources, de matières premières, etc. Je pourrais prendre l'automobile. Non, on n'a jamais eu une telle concentration. Et pourtant, au même moment, vous avez toutes sortes de gens qui vous disent, et j'ai un certain nombre de collègues, dont je ne citerai bien sûr pas les noms, qui disent, mais attendez, avec l'économie de l'information aujourd'hui qui circule à la vitesse de la lumière, les secteurs de l'économie de l'information, comme le secteur du numérique, peut s'installer n'importe où. Nous sommes affranchis du territoire. On peut aller à Saint-Gaudens, a autant de chances de se développer que Toulouse. Manque de chance. En France comme ailleurs, on constate que ces activités traitant d'information s'hyperconcentrent. Il y a eu toutes sortes d'articles dans les revues de Harvard, Limer et Storper qui ont montré effectivement que, contrairement à ce qu'on pensait, la relation, le face-à-face, le check-head, donc on se touche, enfin pas en ce moment parce que le Covid, restait indispensable. Et que la relation après numérique ou machin, téléphone, etc., elle vient compléter. Et donc, l'objet des cours, c'est qu'on a effectivement une hyper-concentration de ces activités. Et ça représente beaucoup dans la création nette d'emplois dans une période de turbulence comme celle qu'on a connue depuis 10 ans. Donc, c'est pas du détail, hein. C'est du lourd. Alors, du coup, ça renvoie, deuxième partie de la question d'Ariela Massoudji, à une question d'inégalité, c'est tout pour Paris, c'est tout pour Lyon, c'est tout pour Nantes, commune, c'est rien pour les communes qu'il y a autour. Donc ça crée un déséquilibre très défavorable aux territoires qui sont autour. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est que quand on regarde, moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion dans des réunions, aussi bien à Toulouse qu'à Lyon, d'en parler devant des élus qui étaient souvent assez mécontents et qui disaient l'injuste, pourquoi tout pour Lyon, rien pour les autres, l'égoïsme métropolitain, enfin on pourrait passer des heures à développer une accusation de la métropole. Je leur disais, mais attendez, qu'est-ce qui compte dans la vie? C'est les territoires ou c'est les gens? Alors vous êtes élu. Alors évidemment, quand vous parlez en tant qu'élu, vous parlez des emplois de mon territoire. Bon, ça c'est vos emplois en tant qu'élu. Mais il y a quelque chose d'autre, c'est l'emploi des gens de vos territoires. C'est ça qui compte. Vous n'êtes pas élu pour des mètres carrés, des hectares. Vous êtes élu pour vous occuper de gens. Or, il se trouve que l'hyperconcentration, je prends le cas lyonnais, l'hyperconcentration de ces activités dans le centre de Lyon, ça fait que ces activités sont hyper accessibles aux gens de la banlieue, aux gens de la seconde couronne, aux gens de Saint-Étienne, de Firminy, de Saint-Chamond, de Belleville, de Villefranche, de Bourg-en-Bresse, du Bulgy, d'Ambérieux. Tout ça, je l'ai calculé. L'INSEE vous donne les navettes de domicile-travail. 3500 personnes quittent tous les matins Saint-Étienne pour aller travailler à Lyon. Ils travaillent dans le centre. Si ces emplois s'étaient développés dans la plaine de l'Ain, vous connaissez un peu Lyon, hein, loin du centre, et de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, en faveur des territoires périphériques, de pauvres, etc., ça aurait été une belle action. On aurait eu une espèce de Pol Pot lyonnais qui aurait... tout peut arriver, hein, qui aurait déplacé les activités pour les mettre généreusement dans les territoires, machin. Et ben, les gens de Saint-Étienne, de Firminy, ils ne pourraient plus y aller, parce que vous ne pouvez pas prendre le train pour aller à Perrache ou à Pardieu, pour ensuite prendre un bus pourri. Enfin, ça ne marche pas. Donc, en fait, l'hyperconcentration... Et ça énerve les territoires et leurs élus, mais c'est beaucoup mieux pour les gens. C'est mieux pour les entreprises, plus de champs de choix. Ils ont le choix entre beaucoup plus de marchés d'emploi. Plus un marché d'emploi est vaste,
et avec les gens qui sont accessibles, les offres et les demandes, mieux ils fonctionnent pour le bénéfice et des gens qui travaillent et des entreprises. Et donc, ce n'est pas forcément la concentration. Vous êtes dans un pays où dès que vous dites inégalité, concentration, hop, les gens sortent des pistolets, immédiatement. Et ils tirent à vue, on discutera après. Et ben là, voilà un cas où, vive l'inégalité. Pour l'anecdote, j'ai un jour écrit un papier dans Le Monde qu'on m'a demandé. C'est pas moi qui étais... moi, je fais jamais ça, on me demande. J'ai écrit un papier où j'écris « Vive l'inégalité », le titre. Ils prennent le papier, ils le publient et ils me changent le titre. Ils disent non à l'inégalité spatiale. Vive l'égalité, mais pas trop. Voilà, vive l'égalité spatiale, vive l'égalité, mais pas trop. Ils me changent le titre, parce que vous n'avez pas le droit de dire... Pourtant, Fitoussi l'a dit, plein de gens l'ont dit, pas moi. Atkinson, enfin, je ne vais pas faire name dropping toute la soirée. Le nombre de gens qui sont des grands esprits, bien meilleurs que moi, et qui ont expliqué les grandes vertus des inégalités. C'est un signal, c'est un message. Enfin, payer le même prix à quelqu'un qui fait la plonge ou un chirurgien du cerveau, c'est un peu, ça se discute quand même. Et quand on parle d'inégalité, sur le plan territorial, les gens sont révulsés. Cette inégalité, elle a des effets positifs. Et ensuite, il y a les effets de redistribution, mais c'est une autre partie. Mais est-ce que le développement du télétravail qui s'est accentué avec la pandémie, est-ce que ça peut changer un peu la donne ou pas du tout ? Moi, je ne suis pas sûr que ça change énormément. Ça va changer pour ceux qui ont la possibilité que ça change. C'est un certain nombre de privilégiés, tu les as un peu évoqués, qui ont la possibilité, effectivement, de travailler 2 jours par semaine chez eux. Mais ça pose toutes sortes de problèmes. D'abord, c'est quand même c'est pas par hasard, comme on dit, que ces activités numériques dont je parlais tout à l'heure, toutes ces activités qui sont celles qui créent beaucoup d'emplois, s'hyperconcentrent sur le territoire. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement un besoin de proximité et que c'est même dangereux pour vous. Il y a des tas de métiers, si vous dites, moi, j'ai une compétence, je suis bon, de toute façon, je suis foncièrement bon, donc je peux travailler à la campagne, je travaille par Internet et tout, en fait, on va vous oublier, tout simplement. Un jour, on vous oublie. Deuxièmement, vous partez à la campagne, et moi, j'ai dit ça à plusieurs reprises à la radio, un peu partout. Je dis, vous avez aimé les Gilets jaunes, vous adorerez les télétravailleurs. Parce qu'ils vont se rendre compte exactement de ce que sont rendus les Gilets jaunes, savoir qu'il n'y a pas de service, il faut 2 bagnoles. Alors 2 bagnoles, on va leur dire, attendez, excusez-nous, mais votre voiture, elle est ancienne, hein, vous ne gardez pas cette poubelle. Et puis après, vous voulez faire des courses. Ah ben non, vous rentrez pas, je me tourne vers les Parisiens, vous ne rentrez pas dans la ville avec votre poubelle diesel, il n'y a pas question, bon, etc. Et donc, vous allez retrouver dans une situation qui est absolument épouvantable, donc vous allez acheter un gilet jaune assez rapidement. Je ne parle pas de vos enfants qui vous diront, mais attendez, j'ai quitté la ville et mes copains, et bon, je suis content, j'ai une mobilette, mais enfin bon, ça va, quand j'ai fait 3 fois le tour du village, j'exagère un peu. Autre part, il faut quand même que le conjoint, dans des ménages où il y a 2 personnes qui travaillent, ait la possibilité aussi de trouver, parce qu'il y a aussi un problème de localisation, et qu'il y a une coïncidence entre les 2 travaux du point de vue de la localisation et des allers-retours. Ensuite, il faut aller passer 1 ou 2 nuits en ville, donc il faut garder un appartement. Ou il faut aller à l'hôtel, ça coûte vachement cher. Enfin, il y a une suite de trucs qui font que c'est pas très raisonnable. Là où ça a du sens, c'est sur des villes périphériques de grands bassins d'emploi. C'est-à-dire ça a du sens à Soissons. Soissons est à 1 heure de train de Paris, de Gare du Nord. À Soissons, il y a des écoles, il y a des services, il y a des infrastructures, des machins. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de villes pour lesquelles, effectivement, on peut avoir le développement de télétravail pour une catégorie privilégiée. Moi, ma femme de ménage ne fait pas de télétravail. Je refuse. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas n'importe qui qui fait du télétravail. Mais ça peut, dans les villes périphériques, ça peut avoir effectivement des effets positifs pour ces villes-là. Et elles ont la possibilité probablement d'attirer des... Mais ça reste dans une proximité. Moi, je pense que ça va élargir la notion d'aire urbaine à des pôles, un peu ce que l'INSEE appelait les zones de peuplement industriel et urbain, il y a longtemps, les ZPIU. Donc, c'est ça qui risque de se produire. Mais apparemment, d'après les dernières études, il y a des Parisiens qui s'installent à Marseille avec 3 heures de TGV. Et ça fait flamber les prix à Marseille d'ailleurs. Et les Marseillais vont plus loin, paraît-il. Donc il y a des mouvements qui sont en cours qui sont surprenants. Oui, enfin,
on ne va pas parler de Marseille ici, parce que ça va être diffusé, mais on a fait quelques études à l'époque, on l'a fait à partir de... Vous avez des moyens, méthodologiquement, moi j'ai beaucoup utilisé des subterfuges dans les études que j'ai pu faire. Quand j'avais pas les données, parce qu'on n'a pas les données personnalisées, on ne peut pas suivre de cohorte, j'utilisais les annuaires d'anciens élèves d'école, par exemple. Là, vous pouvez suivre Roger Dugenoux, vous savez où il était il y a 3 ans, 2 ans, etc., pour le suivre entre les secteurs, entre les territoires. Ce qu'on avait constaté, c'est que la ruée sur Marseille, qui est déjà assez ancienne, fait énormément de déçus, et que les gens, assez rapidement, quittent Marseille, vont s'installer soit à Aix-en-Provence, soit se barrent. Ils vont à Lyon, ils remontent à Paris, etc. Marseille est une ville, je ne parle pas des quartiers nord et des zones, des checkpoints, hein. Je parle, à la limite, c'est secondaire. Je parle du fonctionnement structurel de Marseille, qui rend très difficile l'attachement pour des nouveaux arrivants à cette ville. Ça se discute, mais on ne va pas parler de Marseille parce que ça, on pourrait y passer 2 heures. Alors Marion, ça fait beaucoup de sollicitations pour quelqu'un qui travaille pour la capitale, qui en même temps, cette capitale qui perd apparemment des habitants, notamment avec le Covid, si j'ai bien compris, mais qui concentre la richesse, qui concentre l'emploi, et qui concentre les inégalités, mais qui est aussi une capitale de gauche, qui se veut solidaire. Alors comment tu commentes les propos de Laurent concernant ce territoire ? Merci pour l'invitation. C'est vrai que pendant le Covid et après, on a entendu beaucoup de choses sur le rejet de la densité, le rejet de la centralité. Nous, ce qu'on constate, c'est plutôt qu'il y a toujours cette envie de centralité très forte, hein, ce que nous disent aujourd'hui les investisseurs, les promoteurs, c'est que l'envie du bureau central, elle est plus forte que jamais, parce qu'on va moins au bureau. Et je commence par ces aspects très immobiliers, mais en fait, on va moins au bureau, et du coup, on veut un endroit plus central, si on y va 2 jours par semaine. Et donc, le marché du bureau qui aura peut-être des difficultés, c'est certainement pas le marché parisien. Ça peut être des marchés plus éloignés. Donc première chose en termes vraiment d'immobilier, il n'y a pas de rejet de la centralité, au contraire. Et il n'y a pas de rejet de la densité, alors que c'est ce qu'on entend souvent. Et je crois qu'on peut s'en réjouir, parce que la grande ville, la métropole, c'est aussi une envie de mixité, de rencontrer des personnes différentes. Il faut aussi rappeler ça quand même. Et le fait que autant de personnes aient encore envie de ça, moi personnellement, je m'en réjouis. Et effectivement... pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Parce qu'il y a cette sérendipité, le fait qu'on va rencontrer des gens par hasard, c'est tout simple, mais ces contacts informels au bureau, qui ne sont pas les grandes réunions, mais qui sont, on va faire des choses différentes, on va rencontrer des personnes différentes. En fait, c'est ça qui crée de l'innovation, c'est pour ça qu'on veut être au centre. Et en plus, comme le disait Laurent Davzy, les mutations industrielles font qu'on veut aussi fabriquer en ville, comme ça a été le cas à d'autres périodes. Donc finalement, on veut à la fois imaginer, concevoir, et on a besoin aussi de cette cohabitation des usages. Pour le coup, ça, la mairie de Paris a beaucoup agi pour ça, même si on peut se dire que c'est une petite action face à la réalité du marché, mais nous, on a beaucoup agi pour créer des lieux de fabrication, pour aider à leur création, pour créer des lieux d'innovation quand les incubateurs de start-up ou les lieux de coworking étaient des mots qui franchement, qu'on ne prenait pas vraiment au sérieux, et la mairie de Paris a aidé ça, et aussi pour que la ville reste ce lieu où, en fait, on vient chercher sa chance, quoi. Il y a encore cette chose-là, et je trouve que c'est une belle idée, ce droit à la ville, ce droit à la métropole, que n'importe qui, en fait, qui a envie d'aller se confronter à ce monde-là, de voir cette diversité, il peut le faire. Qu'est-ce que ça implique face à cette grande attractivité ? Ça implique une action publique énorme, parce que si on ne fait rien, si la mairie de Paris ne fait rien, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez plus de logements dans les quartiers centraux, les logements sont transformés en Airbnb. Donc, en fait, cette attractivité, c'est à la fois une bonne nouvelle et à la fois, c'est une exigence énorme pour les pouvoirs publics. Et donc, c'est pour cela qu'on a des règles d'urbanisme à Paris qui peuvent paraître très, très strictes. Hein. Quand on parle à des investisseurs étrangers, parfois, ils disent « Ah oui, d'accord, je dois créer 50% de logements sociaux. Là, je n'ai pas le droit de faire un meublé touristique. » Et en fait, cette réglementation très stricte,
elle garantit la mixité. Et donc ça demande beaucoup de contraintes, beaucoup d'investissements, mais je crois que c'est ce qui finalement fait que Paris reste cette ville vivante, mais il faut juste avoir en tête que ça ne se fait pas tout seul. Et en fait, il faut que même dans des quartiers qui sont très attractifs pour le bureau, qu'il y ait encore des personnes qui puissent vivre. Parce que sinon, je pense que dans ce milieu de l'aménagement et de l'urbanisme, on sait tous ce que ça donne, des quartiers qui sont uniquement réservés aux bureaux. Deuxième chose que je voulais dire, ça me semble essentiel, effectivement, comme le dit Laurent Davzy, de ne pas opposer métropole et autres territoires et de ne pas laisser l'impression que la métropole est un territoire hors sol. En fait, ça n'a aucun sens, rien que d'un point de vue de ressources. Moi, ça me semble toujours important aussi de revenir à cette idée simple, de dire, OK, une métropole, il y a des personnes qui y travaillent, mais il y a en fait tous ces flux de ressources qui arrivent d'autres territoires. Et donc, chaque achat fait dans une métropole, en général, il va impliquer un nombre de territoires français ou d'ailleurs énorme. Et donc, les actions aussi qu'on décide dans les métropoles, elles ont un impact sur d'autres territoires. Et là aussi, le pouvoir public, il peut agir. Quand on décide, je vais citer un exemple très simple, du menu des cantines à Paris. Si on change nos clauses de marché public, l'impact sur des territoires agricoles, il peut être extrêmement important. Et on peut lancer des filières, on peut lancer des marchés. Ce qu'on a fait avec le marché de la construction à Paris en disant, nous, on veut passer aujourd'hui du béton aux matériaux biosourcés, ça aide à lancer ou relancer des filières de construction en France. Donc nous, on est conscient de ces liens-là, et je pense qu'il faut toujours les rappeler, quoi. On n'est pas un territoire hors sol, on interagit avec énormément de territoires. Et d'ailleurs, il faut aussi qu'on montre en fait ces coopérations, et donc c'est ce qui est fait aussi par Paris. On a lancé une coopération avec Lyon, justement sur cette question des ressources, parce que ces territoires-là, ils nous disent, on est très liés, on est liés historiquement, on est liés encore aujourd'hui, donc écrivons-le et voyons ensemble en fait comment on peut agir. Et donc sur cette question de la construction, de l'alimentation. Et je parlais l'autre jour avec le maire de Saint-Dizier, parce qu'il souhaite faire une sorte de réinventer Saint-Dizier. Et il me disait que Saint-Dizier était le territoire historique de fonderie pour le mobilier parisien. Et lui, il souhaite qu'on revitalise cette coopération entre nos territoires et qu'on dise, voilà les liens entre nos deux territoires, c'est quelque chose de positif. Il n'y a pas des mauvais territoires de ressources pour la métropole triomphante. Non, ce sont des liens sains, économiques, de population. Et enfin, je pense qu'on peut se réjouir aussi de cette plus grande liberté territoriale, finalement. Alors, le télétravail, peut-être que ça aura un impact marginal, mais quand même, de la même manière que tout le monde aujourd'hui peut vouloir aller à la métropole, vouloir aller en ville, ce sont des parcours résidentiels à l'échelle d'une vie. Et on voit des personnes aujourd'hui qui décident de s'installer beaucoup plus tôt à la campagne. On peut se dire qu'on va en ville quelques années. Et donc, on n'a pas aussi une seule identité territoriale. Je pense que c'est important. Il n'y a pas les personnes de la ville, les personnes de la campagne. On peut, à l'échelle de sa vie, tester 5 territoires différents. Et c'est très important aussi. Et enfin, pour un peu discuter donc ce livre de Laurent Davzy que j'ai lu, moi, ce qui me questionnait, c'est finalement, une fois qu'on voit ces faits qui sont tout à fait convaincants, de se dire, d'accord, contrairement aux idées reçues, l'État est présent, l'État crée de l'emploi dans tous les territoires, il n'a pas abandonné des territoires dits périphériques. On a envie de se demander, alors, mais pourquoi y a-t-il ce ressenti, en fait ? C'est-à-dire que les données, donc effectivement, il y a des médecins, il y a encore des emplois publics, mais alors pourquoi est-ce que les gens disent « je me sens abandonné » ? Et donc peut-être qu'il faut travailler en fait ce sentiment d'État, et peut-être que la question, c'est pas tant la présence d'État, c'est le commun, en fait. Peut-être que ce que disent les gens à travers tout ça, c'est qu'ils ne trouvent plus de lieu commun, ils ne sentent plus cette présence du public aussi qui permet de discuter, d'être confronté à la mixité. Et donc, moi, personnellement, je pense que ça nous renvoie à l'importance de l'urbanisme. Parce que finalement, peut-être que l'État a failli dans la manière dont il a aménagé, et que tout cela, c'est un ressenti d'espace. On a beaucoup parlé des ronds-points lors de la crise des Gilets jaunes, mais c'est un ressenti d'espace, d'esthétique. Et peut-être que l'abandon, il passe aussi beaucoup par ça, et pas seulement par des postes de l'économie. Justement, ma question d'après, mais je voulais d'abord, ma question d'après porter sur la question du ressenti, et on y reviendra avec Laurent Davzy et aussi avec David Jaïs, dont il ne faut pas oublier qu'il a eu des responsabilités à l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Il fallait agir sur ce sentiment d'abandon. Et ce qui était très frappant d'ailleurs, parce que beaucoup d'études ont montré que la population était en manque de bien-être. En fait, cette notion de bien-être qui est arrivée vraiment sur le devant de la scène et qui est parfois pas forcément liée à une réalité, mais à un sentiment d'exclusion. Mais avant de passer à cette question, tout de même, on n'a pas l'impression que Paris et la métropole, ça marche si bien que ça, ensemble. Parce que la solidarité, c'est déjà la solidarité à l'échelle métropolitaine. Et je cite souvent donc François Hacher, qui a été l'inventeur des 5 à 7 que nous vivons aujourd'hui, qui disait la métropole, elle se joue sur la deuxième couronne, et pas seulement sur la première. Bon, déjà, la métropole ne couvre que la première couronne, alors que la plupart des mécanismes d'exclusion sont dans la deuxième couronne. Et en plus, elle fonctionne moins bien que les autres métropoles en France. Comment ça s'explique? Parce que tout ce que tu as expliqué sur les solidarités territoriales devrait se manifester au minimum à l'échelle de la métropole. Pourquoi est-ce que ça marche apparemment si mal? Je ne reviendrai pas sur les débats de gouvernance infinis qui ont lieu dans beaucoup de cercles sur la métropole du Grand Paris. Ce qui est certain, c'est que le fonctionnement, il est encore il y a encore du travail. Je pense que tous les acteurs en sont conscients et qu'il y a une forme de millefeuille quand même qui n'est pas négligeable. Il y a quand même des choses qui vont peut-être changer la donne. Donc évidemment, le Grand Paris Express, on peut espérer que ça sera de l'argent quand même qui servira justement à se sentir plus relié. Avec le Grand Paris Express, quand même, tous les grands Parisiens auront un accès à la ville extrêmement important. Et donc le sentiment de rejet qui peut parfois exister, on peut espérer qu'il va en partie s'estomper. Ensuite... la ville de Paris, dans tout ça, elle fait ce qu'elle peut faire. Ses liens, par exemple, avec la deuxième couronne, on ne peut pas tout faire. En revanche, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'un point de vue urbanistique, déjà d'estomper nos frontières qui sont encore extrêmement fortes d'un point de vue physique avec le périphérique. Et donc, l'investissement de la mairie de Paris, il va en très grande priorité dans ces territoires-là. Parce que quand on parle de ville du quart d'heure, il y a certains espaces où il n'y a pas encore totalement de ville du quart d'heure, ce sont ces espaces-là. Et puis, il y a une frontière qui reste encore extrêmement importante d'un point de vue psychologique, physique. Et donc, nous, on essaye d'investir pour que nos portes se transforment et que le périphérique se transforme. Donc après, tout ça prend du temps. Mais voilà, j'ai bon espoir qu'à travers cet urbanisme, je pense qu'il faut encore croire en l'urbanisme quand même, qu'on puisse changer un peu les choses. Un urbaniste est forcément optimiste, sinon il change de métier. Alors Laurent, est-ce que tu peux nous ouvrir quelques fenêtres d'espoir sur la manière dont les territoires qui se sentent oubliés, puisque c'est un ressenti plus qu'une réalité, comment est-ce qu'ils peuvent avoir davantage confiance dans les pouvoirs publics d'une part, mais surtout renouer avec l'idée du bien-être et recevoir des services auxquels ils ont droit. En fait, ce que tu démontres, c'est que par tête de pipe, ils ont les services, mais par kilomètre carré, non. Donc comment on peut agir en faveur d'une meilleure vie des territoires qui se sont oubliés? Alors, il y a cette histoire, effectivement, je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a une grosse question, c'est le ressenti. On peut faire la démonstration devant des salles que les inégalités n'ont pas cessé de baisser, sociales et territoriales. Vous avez des gens en face de vous qui sont absolument foncièrement persuadés que ce qu'ils vivent, c'est effectivement une dégradation relative de leur situation par rapport aux autres. Et ça, quand ça atteint la tête, c'est difficile d'enlever. Alors, il y a là-dedans, il y a deux dimensions. Je vais essayer de bref. Il y a une première dimension qui est une sorte de fatalité. La fatalité de la densité. Effectivement, aujourd'hui, si vous prenez le monde rural, profond, hors des aires urbaines, ce sont des gens qui ont autant de médecins pour 1000 habitants, un peu plus même que l'Île-de-France, en moyenne. 1 pour 1000. En Île-de-France, c'est 0,9 pour 1000. Donc, on va dire... de quoi vous plaignez, les mecs? Vous avez des médecins, vous avez plus de médecins qu'en Île-de-France. Les types, ils vont dire non, nous c'est affreux, le médecin, c'est pas la France, le quart d'heure, là, le truc. Bon, on va pas appeler ça. C'est très loin, il n'y a pas d'accès, il n'y a plus de médecins, etc. Et ils ont raison, parce que la vraie question de l'égalité territoriale,
Je parlais tout à l'heure, il ne faut pas confondre les gens et les territoires. Mais là, c'est les territoires dont on parle. C'est l'égalité en hectares, en kilomètres carrés. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis, j'avais mon voisin de bureau, il préparait un rapport au président des États-Unis, qui a fait beaucoup de bruit, la Fragile Foundation, un rapport sur l'infrastructure. Lui, il réfléchissait tout le temps en investissement, en dépenses par kilomètre carré, pas en termes d'individu. C'est une approche, il y a par habitant, il y a par kilomètre carré. Ces deux approches, c'est pas l'une plutôt que l'autre, les deux sont fondamentales. Et bien, si vous prenez les médecins par habitant, ils sont bien servis. Il faut qu'ils arrêtent de crier. Si vous prenez par kilomètre carré, c'est affreux. Très mal servi. D'où, ce que je dis dans le bouquin, je dis, évidemment, s'il y a un gouvernement un peu volontaire qui est élu, on voit des types très, très, très trapus là, qui viennent se présenter, c'est pas difficile. Hein, vous allez ramener le nombre de médecins par kilomètre carré du monde rural au même niveau que ce qu'on trouve en Ile-de-France. Et là, vous allez multiplier par 2 le nombre de médecins en France. Pour 7-8 000 communes. Hein. Donc ça peut pas marcher. Donc c'est impossible. Donc ça veut dire que la question du traitement de services, je parle de la santé pour les parler de tous les autres, le traitement des services, on met plus d'argent par élève dans la Creuse qu'en Ile-de-France. Il y a 1000 exemples qu'on peut citer qui sont dans mon bouquin, mais pour autant ça ne veut pas dire que l'éducation est mieux faite. Ça ne veut pas dire que la santé est mieux assurée. Parce que c'est la densité. La densité, c'est un truc, c'est pire qu'un algorithme. Ça ne se négocie pas. Ce n'est pas un gouvernement qui décide de donner plus ou moins d'argent. C'est quand vous avez une faible densité, vous ne pouvez pas servir de la même façon. Et si vous voulez servir de la même façon, ce n'est pas 57% du PIB qu'il faut mettre dans les dépenses publiques et sociales, c'est 250%. Ce qui est quand même un peu compliqué. La deuxième dimension, c'est une dimension effectivement légitime sur laquelle effectivement on pourrait y faire des choses. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est, ce que je dis dans le bouquin, les inégalités de revenus certes ont baissé en France, sociales. Vous avez des Piketty, vous avez des Guy Lui et tout qui ont mis un peu le feu au lac en parlant des inégalités mais de patrimoine. Mais si vous prenez le revenu, vous prenez les travaux de l'INSEE, vous allez sur Internet, vous téléchargez, les inégalités de revenus ont baissé. Le décile le plus pauvre a vu son revenu augmenter plus rapidement que le revenu moyen français dans les 30 années passées. Donc on se dira, mais pourquoi ils crient les pauvres ils ont un ressenti qui n'est pas bon. Mais oui, parce qu'il y a d'autres trucs, c'est qu'il y a les dépenses obligatoires. C'est-à-dire que les dépenses obligatoires qui se multiplient aujourd'hui font que c'est les revenus les plus faibles qui souffrent le plus. C'est-à-dire le poids, il y a une certaine régressivité, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pèse plus lourd sur les ménages pauvres que sur les ménages riches. Et au final, si vous prenez les revenus après les dépenses obligatoires, là, ça commence à avoir du sens, le fait qu'il écrit. Sans compter qu'il n'y a pas qu'une dimension. On leur dit, voilà, tu as ta voiture dans le contrôle technique, ta moto aussi, d'ailleurs, tant qu'on y est, pas mollir. Hein. Il y avait 80 tests, maintenant on va en faire 150 ou 200, donc il faudra réparer. Bon, ça coûtera 1 000 euros, 1 500 euros, pas évident hein, de le payer. Alors oui, au fait, 80 à l'heure sur les routes, non, plus 90 à l'heure. Là c'est pas l'argent, mais c'est un sentiment de dépossession. Tu as une cheminée dans ta maison. On dit non, tu peux plus faire le feu dans la cheminée, il faut que tu rechemises. Si tu ne chemises pas, l'assurance ne voudra pas payer, donc tu es obligé de te rechemiser. C'est pas très cher, c'est 8-10 000 euros pour chemiser une cheminée. Et donc on a des tas de dépenses obligatoires qui s'empilent et qui, du point de vue des gens, deviennent assez insupportables parce qu'elles sont réellement beaucoup plus durement ressenties par les revenus les plus pauvres, par un mécanisme de pure agressivité. Ça, on pourrait y faire quelque chose quand même. La note de gaz qui augmente frénétiquement, ça vient quand même un tout petit peu affecter la question de l'égalité des revenus quand même. Ça devient l'égalité du pouvoir d'achat une fois que tu as payé ma note de gaz. Donc il y aurait peut-être des choses à faire de ce côté-là. Alors, c'est bien, on est en campagne électorale. Mais tu proposais aussi des choses sur la manière dont les collectivités pourraient s'organiser pour rendre leur territoire plus agréable, offrir des services de proximité, reprendre leurs espaces publics, notamment les collectivités qui attirent les gens qui sont dans les villes denses et qui peuvent faire des navettes. Tu prônais un travail urbanistique de qualité qui permettrait justement d'augmenter la population, d'attirer des gens, d'attirer des emplois. C'était dans l'interview pour
notre publication Oui, sur le oui. Grand Prix d'urbanisme. Enfin, c'est toujours mieux, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est toujours mieux quand c'est joli. On préfère une belle ville, on préfère un bel environnement. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit d'ailleurs, hein, il y a eu un bouquin qui est sorti, hein, sur les banlieues moches et tout. Oui, améliorer l'environnement au sens esthétique du terme, c'est une valeur ajoutée pour les gens. Mais je dirais, aujourd'hui, les élus, pendant très longtemps, ils voulaient attirer les entreprises. Donc il fallait créer un cadre, ça fait un environnement favorable aux entreprises. C'était pas forcément joli. C'était pas joli, hein. C'était un endroit avec accessibilité, une sortie d'autoroute, une voirie qui fonctionne, un minimum de sécurité, etc. Aujourd'hui, on voit que le basculement fiscal local, il est en train de basculer plutôt du côté des impôts ménages. Donc maintenant, les gens vont être plutôt à vouloir attirer des ménages. Mais ça, c'est tragique, parce que ça, c'est quand les élus sont en compétition pour attirer les entreprises, bon, que le meilleur gagne. Quand les élus sont en compétition pour attirer la population, en faisant des politiques de joliment, etc., ça veut dire que vous allez creuser, en fonction des moyens des collectivités qui sont fortement inégaux, vous allez creuser les inégalités. C'est-à-dire que si vous êtes un élu, moi j'en ai connu, hein, des élus, je ne dirais pas les noms ni où, qui faisaient avec l'ordinateur à la maison, qui calculaient ce qu'un ménage de cadre lui rapportait, alors que ce que lui coûterait un ménage d'ouvrier, avec des enfants, hein, et qui donc il calibre exactement le type de population qu'il voulait. C'est un peu... Moi je demande à voir. Les politiques d'attractivité de population, je les aime moins que les politiques d'attractivité d'entreprise. Alors David, vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet, et notamment dans les fonctions que vous avez quittées très très peu de temps. L'État met beaucoup d'argent sur cette affaire de la cohésion des territoires. Est-ce que c'est efficace pour justement lutter contre ce sentiment d'abandon et puis aussi lutter contre la déperdition de services? Il y a toute l'action Petite Ville et les 1000 cafés, etc. Quelles leçons on tire de tout ça et quelles sont les pistes que vous voyez? J'ai une cinquantaine de remarques à faire à peu près sur tout ce que vous avez dit. Mais ça, c'est pas possible. On n'a pas. Surtout, on va donner la parole aux gens qui sont avec. Mais je plaisante, mais je vais essayer d'être rapide sur les choses les plus importantes. Sur le débat sur les inégalités, je pense qu'il est faussé effectivement par la confusion revenu-patrimoine. Il y a une envolée quand même des patrimoines, et en particulier des patrimoines. Ce qui fausse le débat, c'est les unités de mesure 0,1, 0,01, parce que là, on n'est pas dans les inégalités. Pour moi, les inégalités, c'est entre 30% de la population et 70%, entre 40 et 60. Quand on est dans le 0,1, 0,01, 0,001, on est dans la plutocratie en fait. Et là, ce qui est vrai, c'est que mondialisation aidant, politique monétaire accommodante aidant, on a une envolée de la plutocratie mondiale. Voilà, les gens extrêmement riches sont 3 fois plus riches qu'il y a 20 ans. Voilà. Et ça, et en fait, il ne faut pas confondre en fait la question de la plutocratie et la question des inégalités. Voilà. Je pense que les inégalités sont maîtrisées sur le plan des revenus. En revanche, effectivement, il y a une envolée de... Et ça, c'est un sujet... Et le problème, c'est que là, pour le coup, moi qui suis pourtant un défenseur de l'État-nation, mais c'est un sujet mondial, de cadastre financier mondial. Zuckman a écrit des choses assez pertinentes là-dessus. Je voudrais quand même revenir sur un sujet qui est essentiel, qui est celui du télétravail. Alors, le télétravail, il faut faire attention, parce qu'en ce moment, c'est formidable le télétravail. Il y a des conférenciers en entreprise qui expliquent ça partout. Il faut faire attention à 2 choses au moins. La première, c'est que ça peut faire perdre de l'identité en entreprise, en particulier sur la jeune génération qui est déjà, par nature, assez... encline au turnover, c'est-à-dire qu'en entreprise, on constate que maintenant, les jeunes, ils restent 2 ans, 3 ans, mais c'est rare de faire des parcours de 30 ou 40 ans dans des organisations. Si en plus, on ajoute à ça du télétravail, difficile de construire la culture d'entreprise. Et puis, il y a un autre sujet majeur, c'est qu'on a beaucoup parlé des délocalisations industrielles ces 30 ou 40 dernières années. C'est mon ami Moumoub qui a attiré mon attention sur ça, mais attention, si on accélère à fond le télétravail, on va avoir des délocalisations dans, justement, les secteurs dont Laurent nous dit que c'est les seuls secteurs créateurs nets d'emplois en France. Services, ingénierie, conseil aux entreprises, informatique, etc. Parce qu'après tout, on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'un informaticien indien ou pakistanais ne pourrait pas faire aussi bien le système d'information de AXA ou de je ne sais quelle grande entreprise française qu'un informaticien qui serait à la direction des systèmes d'information? C'est déjà en partie le cas. Pareil pour les cabinets de conseil. Il y a déjà des gens qui font les slides dans d'autres latitudes. Mais ce discours sur le télétravail, puis cette évolution des modes de travail pourrait accélérer encore les délocalisations dans les services. Et moi, je suis, et là, c'est pour ça que je suis un défenseur de l'industrie aussi, mais de la nouvelle industrie.
il faut faire attention à ne pas entrer dans une société où on aurait en fait que de l'économie cognitive. D'abord parce que l'économie cognitive, c'est un peu la polarisation de la société. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les 30% qui sont diplômés du supérieur. En gros, eux, ils ont la chance de pouvoir exercer des métiers d'ingénierie, de conseil. En gros, moi, ce que j'appelle dans mon langage des manipulateurs de symboles. C'est-à-dire des gens dont le métier n'est pas d'avoir affaire à la matière ou d'avoir affaire à des gens, mais d'avoir affaire à des tableaux Excel, d'organiser des réunions, de passer des coups de fil, d'envoyer des mails, bref, de manipuler des symboles abstraits. Et les 70 autres %, qu'est-ce qu'on va leur offrir ? Des emplois de domestiques, des emplois de service à la personne, des emplois de jardinier, de profs de tennis, de profs de yoga. Bon, on ne peut pas vivre dans une société comme ça. On a besoin d'emplois intermédiaires. Et l'industrie, pour ça, c'est une formidable promesse, à la fois d'aménagement du territoire, parce qu'en France, historiquement, c'est pas vrai dans tous les pays d'ailleurs. En Angleterre, par exemple, l'industrie, elle s'est hyper concentrée pour des raisons historiques sur Londres, Manchester, Liverpool. En France, pour des raisons historiques aussi, c'est une industrie de ville moyenne. Hein. C'est les anciennes manufactures, c'est les anciens maîtres des forges, etc. Donc on a une industrie de ville moyenne et une industrie rurale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a certains territoires, le quart nord-est en particulier, a été aussi frappé par la désindustrialisation. C'est que ça faisait partie des équilibres sociaux. Donc on a besoin d'avoir des activités industrielles. Et c'est vrai que Laurent a raison de dire qu'on réindustrialise de plus en plus en ville, mais on va se retrouver aussi avec des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que les gens veulent plus d'usines en ville, ils veulent plus d'industrie en ville. Regardez ce qui s'est passé avec le Lubrizol à Rouen. On va entrer dans des débats comme ça. Quels arbitrages Non, mais c'est quand même de l'industrie. Quels arbitrages on veut dans les villes ? Donc la question de la réindustrialisation, pour moi, elle est absolument majeure. On peut plus facilement installer des entreprises industrielles dans des petites villes, dans la ruralité, dans des villes moyennes, mais à condition en fait de penser l'économie de demain. Et pour moi, la réindustrialisation, c'est pas d'essayer de faire revenir des usines qui sont parties en Chine dans les années 80, même si ça peut arriver à la marge, mais c'est plutôt d'essayer d'anticiper dans quelle technologie de souveraineté, dans quelle technologie de rupture, dans quel secteur clé on pourra demain avoir un avantage dans cette compétition mondiale qui reste quand même féroce. Et donc c'est forcément des choses qui sont plutôt très innovantes, très avant-gardistes, très rupturistes, si j'ose dire, puisqu'on ne va pas remettre du textile ou de la sidérurgie en France, ça me paraît pas très réaliste. Je ne vais pas être trop long, mais juste sur le débat sur la question de kilomètre carré habitant, je pense que ce qui explique les crispations autour de ça, c'est que nous vivons, je crois que c'est Estève qui avait écrit sur ça, dans un imaginaire qui est encore celui de l'égalité des places de la Troisième République. C'est-à-dire que quand la Troisième République arrive au pouvoir, après la guerre franco-prussienne, son premier objectif, c'est évidemment de se concilier les masses paysannes, parce qu'elle sait que l'idée républicaine, c'est assez fragile, c'est un truc de bourgeois des villes, et que la France, à cette époque, elle est quand même essentiellement rurale. Et donc, c'est une époque extraordinaire pour la ruralité, parce qu'en gros, on va mettre des services publics partout, à égalité des places. Et donc, l'instruction publique étant la partie émergée de l'iceberg, mais c'est aussi l'époque où on crée, par exemple, le fait intercommunal et les syndicats d'initiative. Les syndicats d'initiative, les fameux syndicats qui ont permis en gros d'électrifier, d'assainir, de tirer les réseaux, ils ont été créés vraiment à la fin du 19e siècle. Et en fait, on est passé dans un monde d'égalité des places à un monde d'égalité des chances, qui lui-même est en crise, on pourra revenir là-dessus, mais il reste, en particulier dans la ruralité, un imaginaire très fort d'égalité des places. Et mon sentiment, c'est que si on veut sortir de ces débats un peu stériles, ce qu'il faut, c'est faire jouer à fond les complémentarités fonctionnelles entre les territoires à l'intérieur des régions. Parce que moi, j'avais trouvé globalement que la réforme territoriale de François Hollande n'était pas une bonne réforme, parce qu'on crée des immenses régions, les gains de mutualisation ne sont pas venus, on a des fonctionnaires qui font 650 km par semaine pour aller d'un point à l'autre. Et puis moi, je viens de la Nouvelle-Aquitaine, franchement, de Saint-Jean-de-Luz à Limoges, c'est vraiment pas sérieux. Mais ça a au moins un avantage, c'est que c'est des très grandes cohérences territoriales et que si on acceptait de faire monter en puissance un peu les régions, elles pourraient jouer ce rôle de gouvernement des circulations et d'amélioration des interdépendances fonctionnelles entre tous les territoires. Et donc, elles pourraient faire tampon, en quelque sorte, entre l'État et chaque localité. Comme les États allemands. Oui, alors peut-être pas à ce degré-là, parce qu'on reste la France et qu'il y a quand même une circulation nationale qui est très forte, mais elles pourraient prendre le relais, ou en tout cas jouer leur rôle dans l'amélioration, en quelque sorte, de ces circulations. Et c'est absolument, me semble-t-il, fondamental si on veut éviter
les phénomènes qu'on voit de villes moyennes ou de petites villes dont les centres-villes se désertifient, dont les équipements partent ou qui tombent effectivement dans une forme de mal-être en quelque sorte. Et là, je crois qu'il y a un échelon intéressant qui est l'échelon régional, plus d'ailleurs que l'échelon métropolitain. Moi, je crois par exemple que pour Paris, en fait, le bon échelon, c'est l'échelon régional, parce qu'il y a des interdépendances entre tous les territoires. Voilà. Et ce qui est certain, moi je vais aller plus loin que vous, parce que vous êtes tenu un peu par votre devoir de réserve, c'est que la gouvernance parisienne, mais on pourrait en dire autant d'autres métropoles, elle est totalement archaïque par rapport à la réalité des circulations. On a des gens qui circulent vraiment dans tous les sens, de la banlieue vers Paris, entre les banlieues, etc. Et on a une ville toute petite, où ne votent que les gens qui dorment dans cette ville, donc c'est de la démocratie du sommeil. On a une métropole qui a quand même franchement des airs de coquilles vides. On a des départements de première couronne. On a des intercommunalités qui se sont multipliées. Tout ça est un bordel absolu, alors qu'on a besoin de cohérence dans la gouvernance des circulations à l'échelle de cet espace. Et donc là, il y a vraiment un chantier institutionnel qu'il faut ouvrir urgemment. Moi, dans mon livre, par exemple, je propose un truc qui est en train de faire polémique. Là, d'ailleurs, cet après-midi, j'étais en train de regarder les tweets, c'est de dire pourquoi les citoyens ne pourraient pas voter 2 fois aux élections municipales. Une fois dans la ville où ils dorment et une fois dans la ville où ils travaillent. Il y a une lettre extraordinaire que François Hacher avait publiée dans Urbanisme qui s'appelait « Lettre au maire de la ville d'à côté » qui est absolument un délice d'humour, où il raconte que justement là où il dort, il fait rien, et sa famille non plus. Ils traversent des territoires et ils ne peuvent pas s'exprimer dans les territoires. Il y a 1 million de non-parisiens, je crois, Laurent, tu me corriges, 1 million de non-parisiens qui travaillent tous les jours à Paris, enfin qui viennent tous les jours à Paris. 1 million de gens qui viennent tous les matins. Voilà, et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils bouffent à Paris, ils travaillent à Paris, ils prennent des transports, ils consomment du mobilier urbain, donc ils consomment des compétences. Et donc ces gens-là, en fait, ils n'ont aucun droit de regard sur les travaux, la voirie, l'aménagement, les services. Moi, je pense qu'il faut ouvrir ce débat, puisqu'on est en période électorale. En tout cas, on va prendre aussi des questions de la salle, mais avant de prendre les questions de la salle et puis de donner la parole à Antoine qui va nous dire ce qui se dit sur le chat, on ne peut pas ne pas poser la question de la création d'emplois liés au développement durable. Parce qu'il y a aussi ce rêve que la transition va créer de l'emploi. Alors toi, tu as une réponse très dure et très ferme à cet égard, me semble-t-il. J'ai surtout une réponse prudente parce que je peux dire des choses très fermes sur lesquelles j'ai travaillé vraiment sérieusement. Là, je n'ai pas vraiment travaillé sérieusement. Donc, prudemment, moi, j'ai le sentiment que d'abord, ça ne va pas dans le sens de la croissance, parce que quand on vous dit la transition énergétique, ça va créer énormément d'emplois, quand on crée énormément d'emplois pour l'énergie, ça veut dire qu'elle va coûter vachement cher. C'est ça que ça veut dire. Et puis il y a une perte d'emploi. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une énorme quantité d'activités qui vont se développer autour de l'isolation, mais que le problème, c'est qu'il n'y a personne ne peut le faire, et qu'on ne trouve pas les gens. Vous savez, il y a X centaines de milliers d'offres d'emploi qui sont satisfaites dans le domaine de l'isolation, enfin le domaine de l'environnement. On nous a dit que ça va créer des emplois. Oui, ça va créer beaucoup d'emplois, mais il faudra qu'on fasse venir des travailleurs étrangers donc ce qui n'est pas forcément ce que les gens ont envie de voir. Donc et puis tous les emplois que la politique environnementale vont tuer, c'est pas sûr que l'environnement le compense en créant. Donc moi je suis extrêmement... Mais il faut quand même y aller. Pardon ? Il faut quand même y aller vers il faut y aller, mais il y a la transition. Il y a 1000 façons d'y aller. En sachant qu'il va falloir recréer de l'emploi autrement. Oui, mais on peut très bien y aller sans dire ça va être un support de croissance magnifique, ou alors dire ça va être un support de croissance, mais il faut expliquer comment. Et il y a sûrement, on doit effectivement pouvoir, avec l'environnement, créer de la croissance. Ça, bien sûr. Mais actuellement, on a une écologie, on en parlait un peu tout à l'heure, on a le sentiment que l'écologie qu'on nous propose aujourd'hui, en 2021, c'est une économie old school, il y a 30 ans. Ça n'a pas changé depuis 30 ans, on raconte les mêmes trucs. Quand est-ce qu'on va avoir des écologistes nouveaux, sérieux, techniques, des vrais économistes, des ingénieurs, etc. Parce que la question écologique, elle est importante, mais elle est traitée exactement de la même façon depuis 30 ans. Bon, ça va. Et avec une espèce de mantra sur lequel moi j'ai les plus grands doutes, notamment concernant la question de l'emploi. Donc on a besoin, autant en urbanisme, on a besoin d'économistes, et tu pointes le fait que c'est très difficile, il n'y en a pas beaucoup, et tu expliques très bien pourquoi, tu peux peut-être le développer, autant on aurait besoin de trouver la logique économique du développement durable et l'investissement économique.
comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus? Est-ce que vous avez des pistes à nous donner? Non, c'est un truc complètement transversal. C'est la question de l'industrie automobile, c'est la question de l'industrie du BTP, c'est la question des matériaux du BTP. Enfin, c'est pas un secteur, l'environnement. C'est complètement transversal et on a des transformations majeures qui ont lieu en ce moment. David Jaïs les a un peu évoqués. On a aujourd'hui une sorte de réindustrialisation soft à laquelle on est en train d'assister en France. Le patron de la Banque mondiale a fait un grand discours en expliquant que la moitié des emplois industriels en Chine vont se casser la gueule dans les 5 ans qui viennent. Pourquoi ? Parce que le numérique, l'imprimante 3D, tous les systèmes de robots, etc., font qu'on n'a plus besoin des manœuvres à bon marché asiatiques. On peut très bien produire ici si on a du terrain pas cher, proximité au marché, circuit court, parce que maintenant c'est le truc des circuits courts, et proximité avec des gens de haute qualification. C'est aussi ce que développe Pierre Vels dans son livre, l'économie. C'est un peu ce que raconte, c'est un peu l'hyper-industrie que développe Pierre Vels depuis plusieurs livres d'ailleurs. Donc on entre dans un nouveau domaine. C'est ça la question de l'environnement pour demain. C'est qu'est-ce que c'est que cette hyper-industrie et qu'est-ce qu'elle va avoir comme effets environnementaux. C'est pas l'environnement comme un secteur d'activité. C'est la percolation de la préoccupation environnementale dans tous les domaines, et notamment le fait qu'on ait aujourd'hui une industrie qui peut se redévelopper sur des bases infiniment moins polluantes, avec une empreinte et absolument fondamentale pour les années qui viennent. Idem pour l'automobile. Quand on aura Paris, on ne peut plus rouler dans Paris, tout est thrombosé, tout a été bouché, etc. Mais moi, j'ai une voiture électrique. Pourquoi on me punit ? Je suis un bon garçon, j'ai une voiture électrique, je ne peux pas rouler. On m'a dit que c'était parce que ça polluait les voitures. Oui, d'accord, ça pollue, donc je change de bagnole. Je fais une voiture électrique. Je roule, je suis pénalisé comme si j'avais un gros diesel. Enfin, donc, je crois qu'il y a un réexamen des questions écologiques, environnementales, très sérieux à faire et rigoureux, et sortir des propos qu'on entend depuis 30 ans, des mêmes individus qui d'ailleurs ont souvent des maîtrises de psychosociologie ou de... Enfin, on va s'arrêter là-dessus. Alors, il y a Marion qui a envie de dire quelque chose. Oui, juste un mot sur l'échelle de gouvernance. Je pense qu'à mon avis, il est illusoire de chercher l'échelle parfaite de gouvernance. Il n'y en aura jamais. Parce qu'en fait, je parlais de la question des ressources. En fait, chaque sujet qu'on prend correspond à une échelle territoriale différente. Si on parle des ressources de la métropole, ce qui est quand même essentiel, le bassin d'alimentation, il est énorme et c'est au-delà de l'Île-de-France. Si on parle de l'échelle financière, la gouvernance, c'est Paris et Londres et au-delà. Et donc, en fait, et si on parle de la métropole logistique, c'est Paris au Havre. Et donc, on n'aura jamais l'échelle parfaite de gouvernance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Des coopérations souples et éviter la concurrence inutile entre territoires. Je pense que voilà, vraiment sur tous ces sujets. Et donc, cela renvoie à l'autre sujet qui est finalement toutes ces personnes qui viennent dans la métropole, comment elles s'expriment. Alors, je vous rassure, elles s'expriment. Hein. Elles s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux. Elles s'expriment. Nous, on voit les courriers qu'on reçoit ou même, comme vous le savez, l'architecture de Paris et l'espace public de Paris fait débattre même dans le monde entier. Donc à chaque fois qu'on installe une micro-chose, on se fait critiquer, ça fait débattre partout en France, et tant mieux en un sens. Mais juste, il ne faut pas oublier aussi que du coup, Paris et les Parisiens payent pour plein de choses, et tant mieux, hein, dont profitent beaucoup de gens. Le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, c'est Paris qui paye, ça profite à plein de communes autour, et y compris à faire augmenter les prix de l'immobilier de certaines personnes qui ne contribuent pas financièrement à l'entretien de ces bois. Donc il ne faut pas être dans une approche, je pense, de dire qui paye, qui donne son avis, de toute façon, parce qu'il y a aussi un côté sans limite, les touristes. Les touristes à Paris, à quel point ils peuvent donner leur avis. Les Américains, s'ils viennent là 2 mois par an, ils pourraient aussi donner... Enfin, non, mais vous voyez, c'est... Donc je pense que là aussi, il faut trouver la bonne méthode de coopération, finalement, à la fois avec d'autres territoires et à la fois avec des personnes. Non, mais je disais ça, mais c'est pour la question où est-ce qu'on met la limite, quoi. Et bien évidemment, il faut juste trouver les lieux de dialogue, les lieux de commun pour les personnes qui travaillent à Paris, qui viennent 1 fois par an, qui viennent... Parce que c'est la beauté des métropoles, c'est que finalement, elles appartiennent à tout le monde. Tout le monde a son avis, le boulevard, machin truc, c'est horrible comment il a été refait. Bon, d'accord, c'est comme ça. C'est la beauté de Paris. Et puis voilà. Alors juste un mot sur la fiscalité, parce que vous en avez parlé tous les deux. Mais c'est très important, parce que Laurent disait, effectivement, il y a un tropisme de vouloir attirer des habitants, parce que c'est moins problématique que les emprises industrielles.
je crois que la suppression intégrale de la taxe d'habitation, et j'en sais quelque chose, puisqu'il se trouve que avant la NCT, quand j'étais à l'inspection des finances, rapporteur général de la mission d'Alain Richard sur la suppression de la taxe d'habitation. Je pense qu'elle va avoir des conséquences qu'on commence à peine à mesurer sur les choix d'aménagement des maires, parce que, en fait, la suppression intégrale de la taxe d'habitation fait que la seule ressource directement activable pour les maires, ça va être la taxe foncière. Sauf que, en fait, à Paris, il y a beaucoup de locataires. Donc, de moins en moins, en fait, les gens qui dorment dans Paris seront les gens qui payent des impôts qui vont directement dans les caisses de la ville de Paris. Et on commence déjà, vous qui êtes des spécialistes de l'aménagement urbain, à le mesurer. C'est très mou, les permis de construire en ce moment. On voit qu'il y a quand même une crise de la construction neuve, que ce soit sur le social ou le parc privé. Alors, il y a beaucoup de raisons. On ne sait pas exactement. D'ailleurs, il y a une mission en ce moment qui a été lancée par la ministre du Logement sur ce sujet. Mais une des hypothèses qui tient la corde, c'est vraiment cette idée que suppression de la taxe d'habitation, c'est l'incitation financière disparaît. Et donc, on va être plus malthusien dans la construction neuve. Et moi, je ne suis pas un ayatollah de la construction, mais je pense qu'il faut pouvoir quand même construire pour loger les populations. Merci. Alors, la parole est à vous. Vous avez pris la peine de venir jusqu'à la Défense. Alors, il y a Alain Lecomte ici. Je ne vois pas d'autres. Oui, ici aussi. On va prendre 2-3 questions. On va les réunir et après, Antoine, il y aura un premier tour de questions auquel vous répondrez. Oui. Et ensuite, Antoine nous fera une synthèse des questions du chat. Alain Lecomte qui a dirigé l'urbanisme, la construction et le cabinet de la ministre du Logement. Bon, c'est un véritable défi, parce qu'on a beaucoup parlé de ressenti. Donc les politiques doivent être fort mal à l'aise parce que les politiques, eux, ils vivent sur le ressenti des gens, très clairement. Et s'ils reviennent aux vérités, ils vont passer pour des technocrates. Un petit commentaire. Et donc, comme on est dans le ressenti, moi qui me balade en France, j'ai un ressenti. C'est-à-dire que j'ai des régions qui se vident, notamment le grand bassin parisien. Quand vous promenez en Thirasse, en nord de l'Aisne, vous n'avez plus de commerce. Quand vous allez à Langres, vous avez l'impression d'être loin de tout. C'est une jolie ville d'ailleurs. Quand vous traversez les Deux-Sèvres, vous ne savez même pas où vous pouvez déjeuner. Donc, alors, c'est peut-être, en termes de revenus, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est troublant. Et on a l'impression que, comme on est un pays quand même relativement vide, que les gens, la croissance démographique est sur le littoral, on se pose des questions sur le centre de la France, réellement. Alors, heureusement, nous ne sommes plus en guerre avec nos voisins, mais autrement, on aurait de sérieux problèmes par rapport à l'Allemagne, à l'Italie et à l'Angleterre. Voilà, problème de ressenti. Donc, comment vous réagissez par rapport à ce ressenti ? Merci. On va prendre plusieurs questions. Donc, il y a au 4e rang. Si vous pouviez vous présenter, parce que je ne connais pas tout le monde, avec les masques, je ne reconnais pas non plus. Oui, bonjour, Bruno Barbeau, architecte. La question, c'est pour M. Davesi, c'est que l'État a toujours soutenu ces territoires, c'est vrai, mais il est parfois dans une certaine schizophrénie. Pendant 20 ans, les centres commerciaux se sont développés, on a pris la commercialité des commerçants pour les mettre dans des lieux où ils n'en ont aucune. Un centre, pour avoir été un peu banquier, pour la CGC, un centre commercial s'amortit en 8 ans et demi, 9 ans. Et maintenant qu'on a nappé de la France de centres commerciaux, on remet de l'argent dans le centre-ville. Et là, je n'ai pas l'explication, mais c'est pour vous, M. Davesi, que j'attends une réponse, parce que vous avez certainement un œil expert là-dessus. Plusieurs questions. On va prendre 3-4. Oui. Bonsoir, je suis Julien Mérignac, je suis le rédacteur en chef de la revue Urbanisme. Alors, hélas, je n'ai pas encore lu le livre de Laurent Davesi, alors je me hasarde à une simple question, pour vérifier que j'ai bien compris. Vous évoquez une redistribution intra-régionale depuis les grandes métropoles vers les territoires. Et vous prenez comme indicateur la hausse du PIB par habitant et en même temps une perte de ces régions et une perte, ou des métropoles, et une perte des revenus par habitant de ces mêmes métropoles. Donc hausse du PIB et en même temps baisse des revenus. Alors, quelle est la part strictement interne et propre aux métropoles elles-mêmes ? C'est-à-dire il y a aussi des dynamiques internes.
Est-ce que les métropoles, en même temps qu'elles connaissent une croissance de leur PIB, elles n'ont pas aussi, on ne constate pas, un appauvrissement de leur population? Et est-ce que ce n'est pas finalement le reflet ou la démonstration qu'on a une fracture sociale à l'intérieur même de ces métropoles? Merci. Bonjour, Anne-Marie Romera, urbaniste. Je voulais juste... Qui a quand même été responsable de l'économie, d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Et en plus, je me réjouis de voir réapparaître les notions de région urbaine fonctionnelle, puisqu'on a beaucoup travaillé sur le sujet, donc notamment, bien sûr, en Île-de-France, avec une région urbaine fonctionnelle qui dépasse d'ailleurs un petit peu les limites de la région elle-même, puisqu'elle englobe Orléans. On avait travaillé avec Frédéric Gilly notamment sur l'intégration de villes satellites, et je rejoins le propos de Madame sur la gouvernance parfaite qui est impossible à trouver. Je voulais juste m'adresser à Laurent à propos des chiffres, parce qu'effectivement, on raisonne beaucoup sur des moyennes, et je me demandais si, en examinant les écarts, il n'y aurait pas une autre approche par rapport à cette histoire de ressenti. C'était une option comme ça. Et d'autre part, quand on parle de l'envie de centralité, ce qui fait l'attrait de la centralité, c'est la diversité de l'offre qu'on trouve pour beaucoup. Et dans le ressenti de ces fameux territoires, il y a sans doute l'accessibilité spatiale, on en a parlé, mais aussi peut-être une diversité moindre par rapport, on parlait de la santé par exemple, une diversité moindre des services accessibles. Voilà. La dernière question, celui-là, madame. Odile Bovard. J'ai un petit peu changé de look. Je dis ça pour Laurent. Bonjour. Oui, donc moi aujourd'hui je suis retraitée et je fais partie des personnes qui vivent en grande partie dans le contexte des flux qui partent de l'Île-de-France vers des territoires qui sont pas très peuplés. Mais c'est pas tellement ça que je voulais évoquer, quoi qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait évoquer. Mais il y a une dizaine d'années, donc j'étais à la Datar, et il y avait une foison d'études. Bon, Laurent en faisait partie, mais il y avait aussi... c'était le contexte où la pensée dominante, c'était tout sur les métropoles, où la Banque mondiale, avec un certain nombre d'économistes, dont certains français, disaient il faut aller sur les métropoles et le reste des territoires, on pourra toujours effectivement reverser, compenser, faire des aides. Et puis, au sein de l'OCDE, il y avait aussi des gens qui étaient peu entendus, mais qui étaient quand même... qui faisaient aussi partie des voies qu'on essayait de faire monter à la Datar, c'est-à-dire que la croissance, la somme des valeurs ajoutées, certes dans les métropoles, ce sont les activités à forte valeur ajoutée, mais les activités à faible valeur ajoutée, elles apportent aussi à la croissance. Et donc, avec des études comme celle de Nadine Catan, on avait essayé de regarder tous les flux, les interactions entre les métropoles et les autres territoires du point de vue économique. Et en même temps, et c'est là qu'est ma question, parce que ça remonte à une dizaine d'années, je ne sais pas si on a progressé là-dessus, c'est-à-dire sur la connaissance de la géographie des valeurs ajoutées, de la chaîne de valeur ajoutée. Ce qu'on essayait de voir, c'est pourquoi, sur un certain temps, il y avait un appauvrissement des activités à faible valeur ajoutée dans ces territoires non métropolitains, et comment ça se traduisait avec la chaîne de valeur ajoutée hors de la France. Parce que là, on vous entend comme, je dis pas, on a parlé un peu de la mondialisation, mais on sait bien qu'il y a des territoires qu'on a perdus à cause de cette valeur ajoutée qui était à identifier hors de France.
Frédéric, je finis. Frédéric Gilly avait fait donc une étude où un PIB équivalent sur la région parisienne, à un moment donné, s'alimentait, puisque ça veut dire que les régions à forte valeur ajoutée s'alimentent des autres, s'alimentaient sur des territoires français, et à un moment donné, un même PIB s'alimentait avec des activités hors de France. Je ne vais pas aller plus loin, j'en ai déjà trop dit, mais je crois que Laurent vous voyez la question. Et donc, il y a des questions diverses. Est-ce que tu peux tenter d'y répondre? Rapidement, j'imagine que mes camarades vont aussi répondre, donc je vais aller rapidement. On prendra je commence par Odile Bovard. Bonjour Odile. Le fait que vous ayez des masques, Anne-Marie Romera, je ne vous avais pas vu avec des masques. Maintenant que vous les avez enlevés, je vous ai reconnu. Bon, je suis content de vous voir. Oui, les interactions, c'est vachement intéressant, mais on est très très peu équipé là-dessus. Ce qu'on a qui est intéressant, c'est qu'on a des tableaux d'échange interindustriels avec lesquels on peut effectivement regarder les relations interindustrielles entre les secteurs et les régions et les territoires, qui permettent de comprendre effectivement que tel secteur dans telle région, finalement, fonctionne en achetant à telle autre région et y vend à telle autre région, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les tableaux d'échange interindustriels interrégionaux. Là, il y en a pratiquement pas. Les Espagnols en ont mis au point entre un tableau interrégional, Catalogne, du reste de l'Espagne, par secteur. Ils l'ont fait pour des raisons politiques, pour montrer en quoi il y avait une volonté d'autonomie et d'indépendance de la Catalogne. Ailleurs, ça n'existe pas. Aux États-Unis, il y a une femme très connue, Pawlenski, qui a essayé de faire ça avec les États américains. Pour comprendre mieux effectivement ces circulations et comprendre mieux finalement ce qu'a dit David tout à l'heure, à savoir que tous ces flux, ça fabrique une nation. C'est des flux qui sont pour l'essentiel en interne, intranationaux. Le problème, c'est que pour les mesurer, Pawlenski, elle a laissé tomber. À un moment donné, c'était plus possible. Enfin, c'est absolument prodigieux comme travail. Donc nous n'avons pas aujourd'hui ce type de matériel. On l'a pas. Alors on sait, moi j'ai fait des collections très discutables, j'avais publié un article où je montrais qu'effectivement, historiquement, la métropole d'Île-de-France, historiquement, elle achetait des matières premières à la province et elle produisait, par exemple, des voitures. Là, elle était donc importatrice nette plutôt vis-à-vis des autres régions. Là, aujourd'hui, elle serait plutôt exportatrice nette de services. Donc elle travaille. Donc l'Île-de-France gagne beaucoup d'argent à vendre des services de conseil à la Lorraine. C'est ce genre de choses. Mais c'est extrêmement fragile, les résultats que j'avais trouvés. Donc voilà, ça c'est une question intéressante. Ça amènerait de l'eau au moulin de ce que nous a dit David tout à l'heure, à savoir que tous ces flux, ce ne sont pas les 22 régions, les anciennes régions françaises, ce n'est pas 22 petites nations. C'est un grand marché national et ça pulse, ça tourne, effectivement. Et isoler le PIB je ne sais pas si tu te souviens, Odile, mais à un moment donné, on avait même dit que isoler un PIB régional, ça ne devrait même pas exister. Sauf pour l'outre-mer. En termes conceptuels, pardon ? Sauf pour l'outre-mer. Oui. Ensuite, moyenne, les écarts à la moyenne, les quartiers, etc. Oui, bien sûr. Je le dis dans le bouquin, d'ailleurs. Je dis la moyenne, ça a les défauts de la moyenne. Ça a aussi les qualités et la puissance de la moyenne. Il ne faut pas oublier non plus. Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde derrière sur les questions sociales, par exemple, évidemment, il y a un truc qui n'est pas l'écart type, c'est pas la variance, c'est la pauvreté. Or, effectivement, on constate quelque chose d'assez troublant, c'est qu'en France, je le mets dans le bouquin aussi d'ailleurs, quand vous avez une augmentation, vous avez une réduction des inégalités de revenus, mais vous avez une montée de la pauvreté. Donc ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose derrière les moyennes. Alors c'est très compliqué, moi j'ai pas mal travaillé sur ces questions-là, ça sera un peu long de développer ici, mais ce que vient de dire Anne-Marie Romain est vrai. Effectivement, quand on a parlé des moyennes, ce que je fais moi, tout en disant que ça avait des limites, on n'a pas tout dit, il y a d'autres phénomènes. Alors sur le variance, l'écart type, on n'a pas les statistiques. En revanche, les données de pauvreté, on peut les utiliser, je les utilise. PIB revenu... j'ai pas bien compris la question de notre ami architecte. En gros, j'ai compris qu'il n'y a pas une augmentation du PIB et une baisse du revenu. J'ai jamais dit ça. Je dis c'est la part. Le PIB augmente, mais il augmente plus rapidement qu'en France, pour Paris. Le revenu ne diminue pas. Le revenu augmente, mais il augmente moins rapidement. Voilà. Donc ça veut dire que la part se réduit. C'est vrai, si vous prenez pour une commune donnée, vous auriez raison.
la commune travaille beaucoup, fait beaucoup de valeur ajoutée, et en fait, il y a une grande partie des gens qui travaillent, qui habitent hors de ce territoire-là. Alors c'est vrai, pour la Jeune de France, c'est pas totalement faux. Hein. La Jeune de France, à peu près 8% de la masse salariale versée à des gens qui ont travaillé aujourd'hui en Île-de-France est versée à des gens qui ce soir sont en train de dîner, parce que c'est bientôt l'heure, non, ils sont en voie l'apéritif, en Picardie, en région centre, etc. Donc ça représente effectivement, et c'est vrai que ces gens ont un niveau de revenu légèrement supérieur à la moyenne. Donc ça irait un peu dans le sens de ce que vous dites, mais ça n'est qu'une explication à la marge. Ça serait une petite couche d'explication qui n'inverserait pas les choses qu'on peut raconter. Centres commerciaux, bon, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'argent. Le problème du commerce en France, là encore, c'est pas ma spécialité, mais le sentiment qu'on a quand on regarde un peu ça, c'est qu'en fait, c'est d'abord un problème de loi, un problème de réglementation. C'est la réglementation de l'urbanisme commercial qui est un cauchemar. Je me tourne vers les urbanistes. On a les commissions départementales d'urbanisme commercial, enfin, un truc absolument assez effrayant. On a couvert d'hypermarchés les périphéries, et après on pleure en disant mais on a tué les centres-villes, on a tué les commerces centres-villes. Alors aujourd'hui, vous dites qu'on va maintenant mettre beaucoup d'argent dans les centres-villes, c'est faux. Le programme Cœur de Ville, dont le gouvernement est fier, bon, à tort ou à raison, c'est quand même, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ces politiques explicites qui représentent 150-200 millions d'euros, c'est-à-dire rien. Epsilonesque. Ça fait plaisir, ça permet de payer un demi-salaire pour un manager de centre-ville qui va pas faire grand-chose. C'est un peu des coups d'épée dans l'eau. Donc, moi, je pense que c'est un problème de réglementation, c'est pas un problème de budget, c'est pas un problème d'argent public, cette histoire-là. Et ensuite, la France qui se vide, qui m'a dit c'est vous. Oui. Oui, il y a une diagonale qui se vide. Mais alors, attendez, il faut manifester, gueuler contre l'État, gueuler contre les entreprises. Elles se vident parce que c'est des territoires, effectivement, dont les avantages comparatifs, qu'ils soient sur le plan résidentiel comme sur le plan productif, sont vides. Il y a des territoires où on ne produit plus rien, mais où on attire plein de gens. Vous allez à Antibes, Menton et tout, ils se portent vachement bien parce qu'ils ont un avantage comparatif résidentiel. Vous allez sur le littoral, etc. Là, vous avez des territoires qui se portent plutôt mal. Mais quand vous regardez quand même, ils ont une déprise démographique. Il y a une quinzaine de départements français qui perdent de la population. Pour l'essentiel d'entre eux, l'emploi public augmente dans ces territoires. Vous avez quand même un paradoxe, hein, alors, dont on ne parle jamais. La population baisse, l'emploi s'effondre, l'emploi public continue à augmenter. Il faut le faire, bravo. Enfin, pour un État ultralibéral, je veux dire, c'est costaud quand même. Hein. Et quand vous regardez de plus près, ils ne se portent pas si mal, en fait. Même s'ils se vident. Vous avez raison, ils se vident. Hein. Leur revenu est assez bien maintenu. Et puis, il y a un truc qui est merveilleux, c'est les retraités. C'est-à-dire la transformation, c'est ce que disait Félix Damet, qui avait une expression géniale, qui était l'économie de rente viagère. Il disait pour le Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, la grosse crise du Nord-Pas-de-Calais, c'est pas la fermeture des usines, c'est la mort des pensionnés. C'est-à-dire que quand l'usine ferme, tous les journaux en parlent, mais les types, ils passent à la retraite. Et donc l'économie, le revenu, la consommation, l'emploi, etc., continuent à se maintenir. Et en fait, tous les jours, il en mord un petit peu, donc les journaux n'en parlent pas. Et en fait, la vraie crise, c'est la fin de la rente viagère des retraites. Ce n'est pas le cas actuellement. Les pensions de retraite continuent à augmenter. On est à 28-29% du revenu déclaré des ménages. Dans ces territoires-là, on est à 35, 40, 45% du revenu des ménages. Et donc, ça permet... C'est pas flambard, hein, c'est pas génial, c'est pas Taïwan. Hein, mais quand même, c'est des territoires... Ils n'ont plus d'avantages comparatifs. C'est pas la faute de l'État, hein, déjà. Mais ils ne sont pas laissés tomber. Antoine, tu nous racontes ce que nous disent J'avais plein de trucs à dire auditeurs tout à l'heure du chat, sinon on ne tiendra pas les temps. Oui. Alors, déjà, ce qu'il faut relever, c'est une grande diversité des questions et des points de réaction du public qui suit sur le chat. Pour rendre hommage à cette... Il vaut mieux que tu prennes un micro. On m'entend pas ? Tiens. Ouais, mais alors il faut que je me déplace de cela. Non, reste là pour qu'on te voit. Oui, mais le problème, c'est que si je suis à côté des autres micros, non, mais ça va faire des interférences de la personne. Ça, les gens te voient. Oui, mais...
Est-ce qu'on m'entend là? C'est bon? Très bien. Alors, pour, je disais, rendre compte de cette diversité des questions et des interventions des personnes qui nous suivent sur le chat, j'ai sélectionné 3 questions qui me semblent s'adresser assez directement à nos intervenants et être assez variées entre elles. La première porte plutôt sur la question de l'analyse des flux de richesse et sur cette répartition spatiale, en insistant plutôt sur la question des interdépendances qu'elle suscite. Donc je la cite. L'analyse des transferts financiers à l'échelle macroéconomique a sans conteste profondément changé notre façon d'appréhender la répartition spatiale de la richesse. Mais que disent réellement ces flux? Peut-on les interpréter autrement que sur le registre de l'assistanat, entre guillemets, des métropoles vers les périphéries, au risque de réifier ces 2 dernières catégories de métropoles et de périphéries? Ainsi, comment considérer une société comme PSA, par exemple, qui a son siège à Paris et plusieurs sites de production en province, eux-mêmes reliés à des dizaines de sous-traitants? Quid d'une retraitée qui déploie un projet de vie birésidentiel entre l'Île-de-France et le Berry, où elle habite 6 mois dans l'année après y avoir passé toute sa jeunesse? Et dernière sous-question de cette vaste question, ne s'agit-il pas plutôt d'aller-retour, d'interrelation et d'interdépendance? C'est donc la première question sur laquelle je voulais revenir. Et puis ensuite, les 2 autres questions sur d'autres registres et qui ouvrent à d'autres réponses. Une première toute simple. Quelle est la dimension européenne de ce discours sur les interdépendances et en tout cas la circulation des richesses et la redistribution au sein des États-nations? Quelle est la réalité ailleurs en Europe? Quelques questions sur des exemples plus précis. Et enfin, j'ai sélectionné, désolé pour les questions que je n'aurais pas posées, une dernière qui dit tout simplement, au regard de ces nouvelles dynamiques territoriales qui sont présentées particulièrement dans les ouvrages de M. Djaïs et M. Davzi, les éléments, quels sont les éléments, les critères, les aspects qui fondent désormais l'attractivité d'un territoire, selon vous? La question se prolonge en soulignant l'intérêt d'intégrer ces éléments dans l'évaluation des politiques publiques en la matière. Voilà. Alors quand même une question, Antoine. Quelle est la tonalité générale du chat? La tonalité générale est allée beaucoup à l'interpellation de certains propos un peu forts, mais j'avoue que je me suis plutôt concentré sur les questions précises et j'ai plutôt transmis ces questions. Est-ce que ça heurte? Ça fait réagir? Oui, bien sûr, ça fait réagir. Oui, ça heurte. Oui, tout à fait. Ce qui ne gêne absolument pas Laurent, en général. Bon. Je vous laisse la réponse alors. Merci. Juste moi peut-être en 2 mots sur la territorialisation de la valeur ajoutée. Je vous donne un exemple qui montre à quel point tout ça est fait de flux et d'interrelations et effectivement on ne peut pas réifier les catégories. Il y a une taxe qui a remplacé la taxe professionnelle qui s'appelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Alors ça c'est une merveille technocratique parce qu'il y a trois tranches. Il y a une tranche qui va au bloc communal, une tranche qui va au département, une tranche qui va aux régions. Et il y a une clé de calcul, et dans la clé de calcul, pour les spécialistes de fiscalité, il y a les salaires. Et pour pouvoir localiser cette valeur ajoutée des entreprises, en fait, il faut, comme 50% des entreprises cotisantes sont multi-établissements, il faut qu'on arrive à loger les salariés. Et comment est-ce qu'on arrive à loger les salariés? Grâce à ce qu'on appelle les DADS, donc les déclarations. Et en fait, on se rend compte que les entreprises multi-établissements souvent affectent de manière un peu arbitraire un salarié dans le siège social francilien parce que, en fait, les salariés, il y a beaucoup d'entreprises multi-établissements dans lesquelles le salarié passe 3 mois à Quimper, 3 mois à Marseille, 3 mois à Toulouse. Et donc, on voit bien à quel point tout ça est un petit peu artificiel. Et moi, je souscris à ce que disait Laurent. Il ne faut pas calculer des PIB régionaux. C'est absolument débile. Sur la question européenne, justement, Laurent, l'un des mérites de ses travaux, et c'était le cas aussi de Prud'homme, c'était de montrer qu'il y avait un modèle occidental de cohésion territoriale. Sauf que ce modèle occidental, il ne fonctionne qu'à l'échelle nationale. Je veux dire, aujourd'hui, le budget de l'Europe, c'est 150 milliards d'euros par an. C'est ridicule. C'est-à-dire que c'est 0,8% du PIB agrégé
de tous les États membres de l'Union européenne. Donc on ne fait pas un modèle de solidarité et de convergence comme ça. Quant au marché unique européen, il existe sur le plan réglementaire, puisqu'il y a une liberté de circulation sur laquelle les juges européens veillent jalousement. Mais moi, j'ai des copains qui montent des entreprises, en particulier dans le domaine technologique. Quand ça commence à bien marcher en France, la plupart du temps, ils partent aux États-Unis pour trouver un grand marché. Je leur dis, mais pourquoi est-ce que tu vas pas en Allemagne, en Italie, etc. Mais il me dit, parce qu'il y a 27 marchés du travail, en fait. Donc, ça reste une réalité qui est quand même assez largement théorique. Et pour pas être trop long, moi, je voulais répondre aussi à la question du ressenti qui a été posée tout à l'heure. Ça, c'est un point sur lequel Laurent ne revient pas vraiment dans son dernier livre, mais qui me paraît important. C'est que les histoires de désertification des centres-villes, ça, c'est pas du ressenti. C'est-à-dire qu'on arrive très bien à mesurer que la vacance commerciale explose. À Châteauroux, à Châtellerault, à Lunel, etc., on a 20-30% de commerces fermés. La vacance locative ou la dégradation des copropriétés, parce que souvent les copropriétés dans ces villes moyennes sont le fait d'oligarchies de propriétaires qui n'ont pas vraiment en fait envie de faire de la rénovation parce que les populations les plus solvables sont parties en périphérie, parce que c'est mieux, on a un jardin, on a une piscine, etc. La qualité des commerces, on peut aussi le mesurer. Quand on remplace la boucherie, charcuterie, le cordonnier, etc., par un truc de cigarette électronique qui va fermer dans 6 mois, par un truc de tatouage ou de piercing qui parfois sert... ça, c'est des choses qu'on arrive en fait assez facilement à mesurer. Donc il y a quand même une dégradation dans ces centralités. Et les programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, qui sont, moi je les défends quand même parce ils ont été critiqués par certains géographes sur le thème, c'est focalisé sur les centres alors qu'il faudrait faire les interdépendances. Ils ont quand même un intérêt. D'abord, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de maires de petites villes qui nous disent, après Petite Ville de demain, ça nous a redonné de la fierté, on travaille en réseau, on s'inspire des meilleures pratiques. Rien que ça, c'est très important. Et deuxièmement, ça va vous paraître peut-être un truisme, mais c'est pas si évident dans ce pays de silo qu'est la France. Ça fait travailler ensemble des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Il y a le couple maire-préfet, mais il y a aussi les opérateurs parapublics comme la Poste, la Caisse des dépôts, les unions de commerçants, les restaurateurs, etc. Et le simple fait de se mettre autour de la table et de prendre une problématique qui est la dévitalisation du centre, qui a un impact sur le logement, sur le commerce, sur les circulations, sur l'urbanisme, sur le mobilier, etc., eh bien, c'est déjà un progrès en soi dans l'action publique. Donc rien que pour ça, moi, je suis un grand défenseur de ces programmes, même si effectivement, en termes de masse financière, on est quand même assez loin du compte. Oui, j'entends ce que tu dis, hein, mais la question des hypermarchés dans les périphéries, elle est un peu à l'origine de ce problème-là. C'est pas le seul truc, parce que les jeunes ménages, les urbanistes, je vais me tourner vers Ariela Masbounji, les urbanistes, quand ils voient des gens qui vont s'installer en première, deuxième couronne dans des maisons individuelles, avec un terrain autour et tout, ils disent mais les cochons environnementaux, ils ont une empreinte affreuse, ils aiment pas la ville, ils tournent le dos à la ville, ils sont pas dans l'urbanité, c'est pas bien, c'est mal, ce qui est bien c'est la ville, c'est la densité, c'est vivre les uns sur les autres dans des immeubles, etc. Moi, je me mets à la place des gens. Enfin, j'habite en ville, moi, mais pour des raisons différentes. Mais moi, je peux comprendre que les gens aient envie d'avoir une maison avec de quoi faire rentrer la voiture pour la laver le samedi, le barbecue, les enfants qui jouent dans le jardin, le potager. C'est absolument... C'est tout à fait normal. Ce qui fait que beaucoup de gens, comme en fait, on peut très bien... On a fait la distance. En fait, en gros, il y a cette loi de Zipf extraordinaire, c'est que tout le monde se déplace en moyenne, partout, 1 heure par jour pour le travail. C'est une loi. Alors en Ile-de-France, la dernière enquête des transports montre que c'est pas vrai. En moyenne, en Ile-de-France, c'est 58 minutes. Dernière enquête. Ça veut dire en fait que l'endroit où vous allez habiter va dépendre de la vitesse des déplacements. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous installer. Et donc, vous allez quitter le centre-ville, la petite ville ou la ville moyenne, Béziers, Autun, etc., des villes que tu as citées. Et tu vas t'installer à un endroit où tu peux te faire, effectivement, tu as une maison, tu as ton potager. C'est assez compréhensible, ça. Moi, cette façon qu'on a de considérer les... Et c'est un peu le problème de la considération pour les gilets jaunes. Hein. Les gilets jaunes, c'est des gros cochons. C'est-à-dire, ils habitent, ils ont 2 voitures, ils habitent à la campagne, alors qu'ils polluent la campagne, etc. Alors que la ville, c'est tellement mieux. Mais peut-être que je pourrais réagir. Pardon ? Peut-être que je pourrais réagir, parce qu'en fait, d'une part, dans les urbanistes, tous les urbanistes n'accusent pas les gens d'habiter loin. Ils n'ont pas le choix, les gens, parce qu'on ne leur crée pas des logements de qualité en ville ou à proximité immédiate de la ville. D'autre part, le laisser-faire de l'État français sur les centres commerciaux et sur l'étalement urbain a amené
et le manque de production de logements de qualité. On peut absolument faire des maisons individuelles denses, super chouettes, qui sont en greffe urbaine, dans des lieux bien reliés à la ville. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement paradoxale. Il ne faut plus construire. Et puis, ce qui explique aussi qu'on ne peut plus construire, c'est la montée des prix des matériaux. Et paraît-il, le fait que les matériaux et les entreprises soient toutes mobilisées sur les JO. Actuellement, les opérations ne sortent pas sur Paris à cause de ça. Ça, c'est une autre question. Mais on a des contradictions dans les politiques publiques. Le prêt à taux zéro fabrique de l'étalement urbain, fabrique de la très mauvaise qualité urbaine, loin de tout. Alors que la ministre affirme qu'il faut zéro artificialisation nette. Soyons un peu cohérents. Attends, l'étalement urbain, il y a deux choses. Une totale incohérence des politiques. Il y a la volonté des gens d'avoir on un peut tout habitat avec à un fait jardin. fabriquer des quartiers avec des maisons individuelles super chouettes, bien reliées à la ville. On sait faire. Puis aujourd'hui, il y a en plus un arrêt complet des grands projets. Hein. Il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire que les gens veuillent quelque chose qui va faire de l'étalement urbain, je comprends, je trouve que c'est légitime. Qu'ensuite, on fasse attention à la façon de faire l'étalement urbain. Souviens-toi, on a travaillé avec Michel Corajou, avec toutes sortes d'architectes, etc., sur Christine, comment ça s'appelait Christine Garcès et puis d'autres encore. On a travaillé notamment sur l'habitat en bande, c'est-à-dire l'habitat anglo-saxon, c'est-à-dire on fait des rues avec des maisons qui se jouent les unes les autres. C'est pas la même chose que les maisons en milieu de parcelles qui sont. Donc ça, on peut avec des règlements d'urbanisme. Ça, c'est de la politique publique. Et on dit pas aux gens, venez tous habiter dans des immeubles en centre-ville. On peut avoir de l'étalement urbain intelligent. La diversité. Pardon ? La diversité dont vous avez parlé. Enfin bon, je reprends les autres questions. Hein. Alors il y avait flux de richesse, assistanat. Non, il n'y a pas que de l'assistanat. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance, ça c'est le problème de la complexité des situations sur lesquelles on travaille. On va toujours réduire. On a l'impression parfois qu'il n'y a plus que les emplois métropolitains d'un côté, puis d'autre côté, il y a effectivement les emplois de service, femmes de ménage, femmes et infirmières. Non, il y a tout un spectre d'activités extrêmement large, avec des activités intermédiaires, des LBTP, il y a des tas d'industries qui continuent à fonctionner, les artisans, etc. Et vous retrouvez effectivement dans tous les territoires non métropolitains toutes sortes d'activités qui continuent à se développer. Donc c'est pas caricaturellement noir-blanc comme parfois la façon dont on s'exprime pourrait le suggérer. Je reviens pas sur le PIB, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire David Diaz. C'est un vrai problème conceptuel. Nous, on s'est battu avec la Commission européenne là-dessus. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, on disait, arrêtez, vous avez un système de diagnostic des inégalités territoriales en Europe, la politique régionale européenne, qui est fondée sur un seul indicateur, qui est le PIB régional, alors que ce PIB a tous les défauts du monde. Tu en as signalé quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, parce que le solde pour l'activité bancaire, enfin, c'est absolument monstrueux. Moi, j'avais remis un rapport à la Commission, et à l'époque, ça rigolait pas, parce qu'il y avait un des présidents de la Commission, la patronne de la Commission avait sauté pour des histoires de corruption, avec son kinésithérapeute, si vous en souvenez. Et moi, j'avais remis un rapport à la Commission, un rapport très sérieux, où je montrais en quoi le système de pilotage des inégalités territoriales, qui pilote ensuite la politique régionale et donc la distribution des aides et des fonds structurels, était fondé sur un indicateur dont on pouvait se demander s'il n'était pas pistonné. C'était ma dernière phrase. On peut se demander si cet indicateur n'est pas pistonné. Le GDP, le PIB par habitant. Tellement, c'est un indicateur discutable. Et d'où on disait, il faut... Ça serait un peu technique. On peut quand même le garder en le corrigeant légèrement. On a fait des travaux avec l'INSEE, on l'a corrigé. On a fait des indicateurs de production avec l'INSEE Rhône-Alpes. On a fait d'autres propositions. Mais surtout, on disait qu'il faut la coupler avec une donnée sur le revenu des ménages. Et c'est le tandem des deux qui permettra de voir effectivement les situations interrégionales. Ça a donné lieu quand même à un débat au Parlement européen, quand même. Mais la Commission restait droit dans ses bottes et il restait sur le PIB, le GDP. Bon, la vérité, c'est qu'il y a tellement d'erreurs dans ce PIB que c'est merveilleux. Une erreur annule une autre erreur. Et donc finalement, les multiples erreurs qu'il y a, les erreurs conceptuelles, les erreurs méthodologiques qu'il y a dans le calcul des PIB régionaux dans les pays européens, certaines d'entre elles s'annulent mutuellement. C'est assez drôle. Enfin, donc il faut y aller doucement. Alors vous avez le droit de dire, mais comment vous nous avez parlé de PIB pendant toute la soirée ? Je le fais
j'ai été accusé dans une revue, a fait un grand papier contre Davzi, des revues de référence. Hein. J'étais vachement fier, j'ai dit c'est bien, il y a mon nom dans le titre. Et notamment m'accusant d'utiliser le PIB. Non, je l'ai fait parce qu'on a effectivement fait des travaux avec l'INSEE qui ont montré, en abordant une autre façon d'aborder la création de richesse, que finalement le PIB tel qu'il était aujourd'hui pour les grandes métropoles, pas pour les autres, était à peu près convenable, c'est-à-dire parce que les erreurs s'annulaient. Et donc je me suis permis de continuer à utiliser cet indicateur. Europe, modèle de cohésion, ce que vient de dire David, effectivement, c'est un truc qu'on retrouve partout, ces mécanismes-là. Mais quand même, autre aspect pour l'Europe, c'est que, et ça a encore été un débat avec la Commission européenne, c'est que si vous considérez que les régions riches payent pour les régions pauvres en Europe, et ça on l'a calculé, on a fait le travail sur les 7 grands pays européens à la demande de la Commission européenne, qui a été publié dans le rapport sur la cohésion, vous trouverez en annexe tous nos chiffres, et qui montre les redistributions très importantes. Et ça nous a amené à dire un truc qui a donné lieu à un grand débat, qui était de dire, prenez le Portugal. Au Portugal, vous avez une région riche, Lisbonne, et puis vous avez une région pauvre, l'Alentejo. La doctrine stratégique de la Commission, c'est de dire, on a des régions pauvres des pays. On a des régions pauvres dans les pays. Donc on a comme la Datar, si tu veux. Hein, donc on va aider l'Alentejo. Et nous, on disait, mais attendez, faites gaffe. Parce que si vous aidez l'Alentejo, si vous mettez 1000, c'est un petit modèle, vous mettez 1000 dans l'Alentejo, la productivité minable, ça va donner 500. Alors que si vous mettez 1000 à Lisbonne, ça va donner 2000. Or, le système de redistribution, donc on avait un modèle qui, en fonction de l'écart de productivité, du taux de prélèvement et du taux de redistribution des systèmes financiers publics, montrait qu'en faisant tourner sur 2-3 ans, très rapidement, l'Alentejo avait plus intérêt que les aides régionales européennes aillent à Lisbonne, qui tire le développement du Portugal, plutôt qu'aller directement sur l'Alentejo, qui ralentit finalement le développement du Portugal. Ceux qui ont parfaitement compris ça, c'est les Irlandais. Ils sont arrivés dans l'Europe comme une seule région, un État-région, parce qu'ils savaient que s'il devait être deux régions, une région pauvre, une région riche, la région pauvre étant la région atlantique, on ne peut rien faire. Bruxelles aurait donné beaucoup d'argent à la région atlantique de l'Irlande, qui aurait servi à rien. Donc ils ont dit on a une seule région. Donc ils ont mis le pognon de Bruxelles dans la côte orientale, là où c'est rentable. Et puis quand l'Irlande a fait sa percée incroyable et est arrivée à un niveau de développement, ils ont dit on va faire une petite réforme territoriale. Et ils ont réintroduit une division du pays en 2 régions, pour cette fois-ci récupérer l'argent pour la région pauvre. Le fond de tiroir, si tu veux, récupérer le... Donc ces questions-là, elles ont une implication très forte. Et ça n'a pas encore été bien compris, je crois, encore aujourd'hui, très fort sur les orientations stratégiques de la politique régionale européenne. Donc, voilà. C'est bon. Bravo Laurent pour avoir répondu à toutes les questions. Un grand merci à vous 3. Je pense que c'était passionnant. Vous êtes sûrement frustrés parce qu'on ne peut pas aller aussi loin qu'on le voudrait, mais il vaut mieux être frustré que de s'ennuyer. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Alors je voulais, avant qu'on se quitte, bien sûr, encore remercier nos intervenants et aussi les personnes qui se sont occupées de retransmettre, Laurence Cross qui a porté l'événement au sein du Club Ville Aménagement. Je voulais indiquer aussi pour ceux qui nous regardent en visio que nous avons fait une petite interview de Laurent. Vous avez l'ensemble de la séquence des 2 heures ramassée peut-être en 10 minutes. Nous faisons aussi des comptes rendus. Tout ceci vous sera transmis. Ça reste en ligne, c'est visible sur YouTube et j'espère sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais vous annoncer, mais je ne peux pas vous le confirmer, que nous espérons très vivement pouvoir reprogrammer Richard Sennett, qui a été programmé déjà 2 fois. Cette fois, c'est le 14 décembre, peut-être pas dans cette salle, nous verrons. Donc c'est autour de l'éthique de la ville. Alors nous serions vraiment très très heureux de la voir. A priori, il a confirmé, mais nul ne sait dans ces temps difficiles. Donc nous espérons beaucoup vous retrouver dans une salle avec moins de limitations en termes de présence. Et merci beaucoup d'être avec nous et de nous suivre. À bientôt.
Bah oui, merci.